Un peuple, c'est collectif, on est bien d'accord, mais c'est la devise de la comédie française, que je trouve assez géniale pour expliquer ce que c'est l'esprit français, qui est ce juste milieu, finalement. La plus grande difficulté, finalement, c'est d'essayer de gérer entre... C'est toujours le problème, liberté des anciens, liberté des modernes. Donc, la liberté au sens politique, et donc au sens collectif, et liberté individuelle. Et c'est compliqué, parce que la liberté individuelle va à l'encontre des fois de la liberté collective et inversement. Donc c'est juste au milieu-là qu'il y a à chercher. Et je pense que c'est ça l'esprit français, c'est d'essayer de chercher ça. Et la devise de la comédie française, c'est simul et singuli. Être ensemble, mais c'est être ensemble, mais rester soi. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Antoine Guénaud, qui a écrit un ouvrage, un essai, Merde, voilà, c'est pas de moi, c'est de lui, La France qui dit non, en auto-édition. C'est un véritable cri d'amour pour la France, pour la liberté et contre le prêt-à-penser. Et ça nous parle beaucoup à Nexus. Voilà, l'antidote au prêt-à-penser, le magazine Nexus que je vous invite à vous procurer en kiosque et sur nexus.fr, l'un des derniers médias sans publicité et sans subvention. Et c'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous proposer une information libre et indépendante et des contenus en accès libre comme celui-ci. Et j'ai le plaisir tout de suite de recevoir Antoine Guénaud. Bonjour Antoine. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir. Je t'ai rencontré très récemment et j'ai découvert cet essai qui me parle immédiatement sur la couverture. Rien que le titre, que je montre, déjà. Voilà. Avec le visuel qui veut dire beaucoup. Cet homme face à la foule, face à ce nuage et ce drapeau français qui dit merde. Exactement. Qui dit merde à qui ? Qui dit merde au système, qui dit merde... On peut développer, mais en très gros, je dis merde. J'espère que le peuple aussi le dira, mais c'est merde au mondialisme. Donc, merde à l'impérialisme américain et donc merde à l'Union européenne, puisque ces trois choses sont une seule et même chose, finalement. On sait très bien que le mondialisme est dirigé par les Américains. Il y avait une phrase de De Gaulle qui était assez géniale, qui disait à Perfit lui demandait, on parlait avec Perfit, et De Gaulle disait à Perfit, non mais le marché est perfide, il n'est pas indépendant, c'est les Américains qui le gèrent. Donc c'est pour ça, quand quelqu'un parle de libre-échange ou de marché, on sait très bien qui ça arrange à la fin, c'est toujours les Américains. Le marché, ça se joue à plusieurs, mais à la fin, c'est les Américains qui gagnent, comme on dit, hein, tout simplement. Donc c'est dire merde à ça, c'est dire merde à trois choses. Je prends trois choses que les Américains font, que le mondialisme fait, mais que les Américains font. Il y a le problème de la dollarisation, puisqu'il y a l'extraterritorialité des lois américaines, par exemple. Ça c'est dingue. Oui, non, mais ça, faut vraiment comprendre, rappeler aux gens ce que ça veut dire. C'est les lois américaines. Oui, c'est ça. Qui normalement s'imposent sur le territoire américain. Ils extériorisent leurs lois si on utilise le dollar dans n'importe quel pays du monde. Exactement. Et donc, on est soumis à la loi américaine. Oui. Si on utilise du matériel américain, déjà, oui, donc un iPhone. Oui, complètement. Ou du dollar. Oui. Bah, c'est ce que Aucun autre pays sur Terre ne fait ça. Ah non. Il n'a les moyens de l'appliquer. Il n'a les moyens de l'appliquer non plus. Et en plus, au-delà des moyens de l'appliquer, il y a une servitude aussi volontaire de la part des autres États, dont la France, d'accepter ce principe-là. Puisqu'un État pourrait aussi se révolter et dire non. Mais on avait bien vu, c'était la BNP Paribas et la Société Générale, je crois, qui avaient été condamnés à des amendes records aux États-Unis parce que ces banques-là étaient passaient sous le coup de ces lois parce qu'ils utilisaient le dollar. Ils avaient utilisé le dollar, ils avaient fait du business avec l'Iran, je crois, quand ils étaient sous sanctions américaines. C'est ça. Ils ont un peu contourné les sanctions américaines. Bon, en même temps, c'est une entreprise française. Oui, tout à fait, ils font absolument ce qu'ils veulent. Mais finalement, ils ont payé. Mais voilà, donc il y a ce problème-là. Il y a le problème, on va dire plus largement au-delà du dollar, mais de l'argent. Qui est encore une fois qui vient aussi de la servitude volontaire de nos élites et de la caste en place, puisqu'il y a le rachat des entreprises françaises par les Américains. Dernièrement, par exemple, là j'ai vu il y a quelques jours qu'une pépite française de l'IA, on dit pépite aujourd'hui, a été, je me rappelle plus, UPMEM, je crois, qui était sur une puce, en gros une puce nouvelle génération pour les IA. Qui a été racheté par l'entreprise américaine Qualcomm et que Bercy a donné son accord. Donc, je crois qu'en 10 ans ou 15 ans, il y a eu 1700 entreprises françaises qui ont été vendues aux États-Unis. Qui ont été vendues, je crois, à l'étranger, mais la plus grosse partie est aux Américains, a été achetée par les Américains avec, encore une fois, l'aval de Bercy. C'est ça qui est dingue. Les Américains
j'en veux pas aux Américains dans le sens où ils font leur boulot, j'allais dire. Ouais. Ils tentent, ils essayent, ils achètent, ils en ont le droit quelque part. C'est terrible, mais c'est la loi c'est la loi de la géopolitique et c'est la loi du plus fort. Ils ont comment dire, dans leur politique, ils ont raison de faire ça, entre guillemets. Entre guillemets, hein, je valide pas les Américains, mais dans la théorie réaliste des relations internationales, on sait très bien que chaque État bosse pour son profit. C'est complètement... C'est de maximiser son profit, voilà, ses intérêts. Et c'est logique. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je les entends. Le problème vient plutôt du gouvernement français, mais là de Bercy, qui à chaque fois n'empêche pas du tout ces rachats. On se rappelle, donc il y avait Qualcomm, il y avait eu Excelia qui était une entreprise très importante pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est hyper important pour tout ce qui est technologie aujourd'hui. Bercy avait donné son accord. On peut revenir, on peut en parler d'autres, mais... On va se rappeler d'Alstom. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la plus grosse affaire était l'affaire Alstom. On se rappelle, avec Emmanuel Macron à la manœuvre, pas très loin. Complètement. Et on voit tout. L'affaire Alstom est très importante pour voir au-delà, j'allais dire des dysfonctionnements, non, mais de la traîtrise interne, puisque tout le monde y a plus ou moins participé. Voilà, donc il y a tout ce problème-là qui est, encore une fois, qui n'est pas qu'un problème de l'étranger, des Américains en l'occurrence, mais qui est un problème aussi de la caste en place qui est très content finalement de servir ces intérêts-là. Donc voilà, premier problème l'argent, deuxième problème la culture, on parlait de la culture américaine, parce qu'on parle de la culture mondialisée, mais c'est une culture américaine finalement. Donc je fais remonter ça, je fais assez court dessus, mais... Tu penses à quoi? Séries américaines, les films, tout Hollywood quoi. Oui, Hollywood, non mais Hollywood, parce que je commence par... Il y avait certainement avant, mais le plus gros départ, quelque part, c'était les accords Bloom-Barnes, en 1946, qui ont imposé un quota de films américains dans les cinémas français. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut détailler un petit peu parce que c'est extrêmement important. Ça a l'air de rien comme ça. Oui. On est à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. On a fait, on va dire, on a mis toute une mise en scène sur la victoire des Américains sur le nazisme, alors que les Russes, pendant ce temps-là, avaient perdu 21 millions de personnes. Donc les Américains sortent grands gagnants. C'est la figure emblématique du héros qui sauve l'Europe. Et ils arrivent un an après en nous imposant ces accords. Donc Bloom-Barnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Bloom-Barnes, en échange, en très gros, on peut faire assez court dessus sur les accords Bloom-Barnes. Ils sont très très importants, mais c'est simple, c'est vraiment imposer un quota de films américains dans les cinémas français, en très gros. Et c'était simplement en échange de l'argent du plan Marshall. On vous donne de l'argent pour la reconstruction, par contre vous nous donnez nos films, vous mettez nos films dans le cinéma. À ce moment-là, on se dit, bon, le deal, il est, on va dire, acceptable. On n'a pas l'air de payer grand-chose contre cet argent. Oui. Sauf que finalement, ça implique quoi? Ça implique on voit ce que ça donne 20, 40, 60 ans plus tard. Voilà, bien sûr. Sur le coup, effectivement, peut-être. Mais après, il y a tout le problème du plan Marshall. Est-ce qu'il aurait dû être accepté, etc. C'est d'autres débats. Parce que quand on revient, si on peut revenir quelques temps sur la Seconde Guerre mondiale, on sait très bien que les Américains ne sont pas venus nous libérer aujourd'hui. Ils sont venus à la fin. Voilà, ils sont venus poser le drapeau. Voilà, ils sont venus à la fin poser le drapeau et surtout, on peut le voir maintenant, on peut le voir depuis des années, mais il n'y a aucun complotisme là-dedans. On peut lire des bouquins qui sont très bien faits dessus. Je pense à L'ami américain d'Eric Branca qui est fabuleux là-dessus. Les Américains sont venus pour mettre la France sous coupe réglée. C'était très simple. Les Américains continuent à traiter avec Vichy, et même jusqu'en 1942, traitaient avec les nazis, avec l'Allemagne nazie. Depuis 1933, ils étaient assez fans d'ailleurs de l'Allemagne nazie. Ensuite, ils ont continué à traiter avec Vichy. Ils avaient envoyé l'amiral Leary, qui était du coup un ami après du maréchal Pétain. Tout le long de la guerre, je veux dire, ils l'ont pas fait du côté de De Gaulle. Le but, d'ailleurs, ils ont tout fait pour empêcher De Gaulle d'être au pouvoir. Ça, voilà, que De Gaulle ensuite a été assez bien menacé, surveillé par les services américains. Et que beaucoup se posent la question de mai 68. Ah, bien sûr. L'implication des Américains. C'est ça, bien sûr. Puisque de toute façon, ils ont essayé de le dégager de plusieurs manières. Mais avec le général Giraud, par exemple, de mettre le général Giraud, c'est eux qui ont négocié finalement avec les Allemands pour faire sortir Giraud de prison. Il s'est soi-disant évadé, mais bon, on ne sait pas. Voilà. Pour rejoindre l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui avait été libérée par les Américains, mais qui avait immédiatement mis Darlan, qui était un agent de Vichy. Ensuite, ils ont mis Giraud, ils voulaient absolument pas de Gaulle. De Gaulle, ils ont essayé de le dégager un nombre de fois incalculable, j'ai vu ça récemment aussi, mais c'est absolument hallucinant, jusqu'à la veille de la libération de Paris. La veille de la libération de Paris. Je crois qu'on est le 16 ou 17 août. Enfin, la veille. On est vraiment quelques jours avant. Il y a une rencontre organisée, entre guillemets, par les Américains, mais par la CIA, les Allemands, etc., mais surtout par la CIA, entre Pierre Laval et Édouard Herriot,
qui était un ancien président du Conseil de la Troisième République, pour faire une transition en douceur entre le régime de Vichy et une nouvelle république, organisée par la CIA. Tout ça pour que De Gaulle ne prenne pas le pouvoir. On est à la veille de la libération de Paris. Le gouvernement provisoire de la République française est reconnu par le gouvernement américain, en octobre 44. Ils ont mis du temps. Ouais. Ils voulaient absolument pas de Gaulle. Ouais. Il y a eu quand même aussi la prévision de faire un AMGOT, comme il s'est passé en Allemagne. C'est quoi AMGOT ? C'est un gouvernement militaire sur le territoire français. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. D'accord. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne et ce qu'ils ont fait en Italie. C'est eux qui auraient géré le pays, tout simplement. Et ils ont failli le mettre en place. Heureusement, De Gaulle a réussi à déjouer ce plan-là en mettant très vite ses préfets en place, etc. La population française aussi n'aurait pas supporté, mais ils avaient déjà préparé, ils avaient même parachuté des faux dollars, des francs dollars américains. Ils avaient parachuté sur les plages de Normandie, enfin, même plus loin, ils avaient parachuté des dollars. Ah ouais, non, mais ça veut dire surtout ils avaient prévu une monnaie. Ça veut dire que c'est ça, ils avaient prévu, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts, ils étaient préparés. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait la guerre en Europe, ils étaient déjà en train de gérer l'après. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ils n'étaient vraiment pas. Ils sont forts quand même. Ils n'étaient pas du tout venus libérer le. Non. Mais ça veut dire aussi que la France représentait une menace pour eux. Oui, la France a toujours représenté une menace pour les États-Unis. Et pourquoi ? En plus, on les a aidés. À cette époque-là, pour plusieurs raisons, mais à cette époque-là, les colonies, ils n'aimaient pas qu'on ait des colonies. Alors pas pour une question de bienveillance, etc., mais pour une question économique, premièrement. C'est vrai que la France est présente sur tous les continents du monde. Mais ça, ils n'ont jamais trop aimé. Ils essayent toujours de nous faire... Alors, c'est plus des colonies maintenant, on n'a plus de colonies, on a nos départements et régions d'outre-mer qui s'essayent. On sait très bien que la Nouvelle-Calédonie, par exemple, il n'y a pas que, d'ailleurs, la Chine aussi, je crois, est dedans, mais il y a beaucoup de pays qui essayent de faire en sorte que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante pour des raisons aussi économiques. Ils n'aiment pas voir la France ailleurs que... Voilà. Mais la France a toujours été, pour les Américains, un problème, au-delà de la France en soi, mais la culture française. C'est un contre-modèle énorme, la culture française. Le vrai combat, j'allais dire pour moi, mais le vrai combat est entre culture française et culture anglo-saxonne, qui est complètement différent. Pourquoi ? Tu as une différence selon toi ? Pourquoi c'est différent ? Le modèle social, par exemple, tout simplement. On a un modèle social qui est unique au monde, qu'on est en train de perdre pour plein de raisons, mais parce qu'il le sabote, tout simplement. Et qui fait que les Français ont... Comment dire ? Ils n'arrivent pas à endormir parce qu'il y a du fric à se faire et qu'ils veulent absolument mettre la main dessus. Que ce soit l'épargne des Français, mais que ce soit les sous que gère l'État français ou la sécurité sociale française, par exemple. Et c'est un contre-modèle qu'ils ne supportent pas. Mais à plusieurs titres, je parle du social, mais ça peut être un mode de pensée aussi philosophique, j'allais dire, ou culturel, qui ne leur convient pas. Le système de la nation n'est pas quelque chose... C'est le système impérial, donc c'est un impérialisme. Donc la nation, c'est un contre-modèle qui n'aime pas beaucoup, la France. Est-ce qu'il y a le fait que la France aurait pu être le caillou dans la chaussure du mondialisme ? Oui, bien sûr. Bien sûr. L'unique même. Enfin, l'unique. Pas forcément l'unique, mais c'était un peu l'idée de De Gaulle. C'était la porte d'accès déjà à l'Europe de l'Ouest. Oui. On est la première façade maritime du monde. Complètement. La France sait tout faire depuis longtemps en termes industriels. Il y a cette puissance-là aussi. Pendant très longtemps, on a été, sous De Gaulle, on était deuxième ou troisième puissance industrielle mondiale. Il y avait cette peur-là aussi, bien sûr. On était un concurrent très sérieux. Maintenant, beaucoup moins. Effectivement, vu tout ce qui s'est passé, on est beaucoup moins sérieux sur ces plans concrets, je veux dire. Hein. Mais le modèle culturel leur fait toujours peur. Aujourd'hui, leur but, quelque part, est de transformer ce modèle culturel en un folklore. Ils s'en foutent d'un folklore. Si la France devient une sorte d'Emily in Paris, Disneyland à ciel ouvert, c'est pas leur problème, c'est pas grave, c'est rigolo des folklores. Eux, de toute façon, dans leur système impérial, ils peuvent être multiculturalistes, donc ils peuvent faire vivre plusieurs cultures, cultures dans le monde. C'est pas très grave, tant que c'est pour manger, tant que c'est pour faire... C'est ce que je dis, la France, si on continue comme ça, la France va devenir un Disneyland géant. Donc les Américains viendront, ils vont visiter des ruines, mais c'est quand même cool d'avoir 2-3 vrais Français qui mangent une baguette de pain... Ouais. Et un petit verre de rouge en dessous, ça fait très typique. Oh là là, regardez, c'est magnifique. Voilà. Mais ça leur fera plus peur, c'est un folklore. Ça leur fera pas peur du tout. On combat une culture, on ne combat pas un folklore. Un folklore, c'est rigolo. À l'aune de ce que tu dis, on se demande vraiment comment De Gaulle a réussi à obtenir un siège permanent à l'ONU. Ça, c'est vrai que c'était... Mais encore une fois, comment il a réussi à contrer l'AMGOT aussi ? Contre une puissance comme ça. Ça venait aussi au-delà de Gaulle, mais parce qu'il a bien pensé politiquement, je veux dire, il a installé très vite ses préfets, etc. Mais il y avait aussi la population française. La population française
n'a pas accepté, pardon, n'a pas accepté l'AMGOT non plus. Mais il y a eu tout un système, voilà. Mais c'était très compliqué, oui. Mais De Gaulle a réussi à... Il y avait aussi l'opinion publique américaine, par exemple, on peut en parler mais, très rapidement, mais Roosevelt n'aimait pas De Gaulle, oui, il le traitait de dictateur et de fasciste. Celui qui a... La personne, j'allais dire, c'est pas une personne, mais ceux qui ont aidé beaucoup De Gaulle à rester quand même chef du gouvernement provisoire, et tellement qu'il a été invité ensuite à Washington, etc., c'était le peuple américain qui, d'un seul coup, s'est pris d'un amour pour De Gaulle. L'opinion publique américaine était assez favorable à De Gaulle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans la pensée. Là, par exemple, quand je parle de l'impérialisme américain ou du problème américain, ça ne veut pas forcément dire le peuple américain, pour qui je n'ai aucun... Oui, bien sûr. C'est on parle de certaines... On pourrait dire l'état profond. On peut parler, voilà, tout à fait, de l'état profond et de leur politique qui va à l'encontre, forcément, encore une fois, dans une théorie réaliste des relations internationales, qui est un État veut... Encore une fois, comme disait De Gaulle, un État n'a pas d'alliés, il n'a que des intérêts. C'est tout. C'est vrai. Voilà. Donc forcément, ils ont des politiques qui vont être à l'encontre des nôtres. C'est logique, ils ont des intérêts divergents. Mais comme on va avoir avec l'Allemagne, par exemple, au sein de l'UE, c'est deux États différents, l'Allemagne va avoir des intérêts différents de ceux de la France. Donc quand on nous fait croire que dans l'Union européenne, on a tous des intérêts en commun, c'est complètement faux. C'est vrai. Et alors justement, l'UE, tu en parles, l'Union européenne, qui, selon toi, ne peut pas exister sans l'aval des Américains. Non, c'est eux qui l'ont créé, de toute façon. Ceux qui l'ont créé, maintenant on le sait, je veux dire, mais c'est John Foster Dulles qui était chef de la CIA à l'époque, qui était un grand ami de Monnet. Hein, voilà. Donc ils ont beaucoup discuté pour créer cette entité qui a un but très simple, hein, finalement, c'est de détruire les nations. Pour une raison simple, c'est que Monnet ou Dulles ont une pensée qui part du principe que les nations sont responsables des guerres. D'où la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc, premièrement, et deuxièmement, il ne faut pas oublier que Monnet, par exemple, est un banquier. Donc, sans nation, l'argent circule plus facilement aussi. Non, mais ça aide. Donc, il y a ce double système-là. Donc, le but est de supprimer les nations. Alors, évidemment, on ne les supprime pas d'un seul coup comme ça se verrait. Il y a plusieurs étapes pour qu'elles disparaissent. Et donc, l'étape principale était de faire quelque chose. Je vais reprendre Bernanos aussi là-dessus, il faut que les gens y réfléchissent, mais c'est dans La France contre les robots. Il dit un truc très simple, il dit: vous pensez vraiment qu'avec une machinerie aussi bien huilée, la finance internationale, le monde tel qu'il est, si on veut, la machinerie est tellement bien huilée, vous croyez vraiment qu'on va vous laisser choisir votre ingénieur? Non. Donc il fallait qu'il y ait, pour que tout se passe bien, selon eux, hein, bien sûr, qu'il y ait un supranational. Et c'est ça. Le supranational, c'est la mort de la nation. Puisque on nous crée, à la limite on vous laisse les nations, mais des fausses nations, puisqu'elles n'ont plus de souveraineté. Puisque le principe d'une nation est d'avoir une souveraineté. Puisque c'est que la nation est le cadre où se déroule la souveraineté populaire. Mais si on met une entité au-dessus qui ne dépend pas de nous, puisque de toute façon c'est des entités comme l'Union européenne, on n'élit pas les technocrates de Bruxelles. Donc on nous laisse quelque part un État qui, soi-disant, est encore souverain, ce qui n'est pas vrai. Mais ils font leurs petites affaires en haut. Donc c'est de mettre cet échelon supranational. Et c'est ce que je dis souvent. C'est très simple. Le supranational, on confond des fois supranational et international. Parce que c'est très différent. Pourquoi ? Supranational, ça part d'une haine de la nation. On hait la nation, donc on veut la supplanter. Le supranationalisme déteste la nation. L'internationalisme aime la nation. A besoin des nations. A besoin des nations et aime les nations. C'est deux choix. C'est soit supranationalisme et on supprime les nations pour mettre une entité supérieure, soit internationalisme et là on reste entre nations. Et si on reste entre nations, ça veut dire qu'on reste entre souveraineté populaire, chacun dans son pays. Alors, comment les États-Unis ont réussi leur coup, à savoir supplanter les nations européennes par ce supranationalisme après la Seconde Guerre mondiale? Sur quelles personnes se sont-ils basés pour réussir leur coup? Comment ils ont réussi? C'est une question qui est assez large. Comment ils ont réussi? Premièrement et même principalement, ils ont réussi par la traîtrise de certains Européens. Que ce soit Monnet, par exemple, que ce soit Spaak en Belgique, et d'autres. Bon, en Allemagne, c'est encore différent, puisque c'est eux qui géraient finalement avec la L'Allemagne qui a été vaincue à ce moment-là ne pouvait plus rien dire. Voilà. Bon. Pour l'Italie, c'est pareil. On voit que l'Italie est toujours très atlantiste, mais c'est normal, ils ont eu un AMGOT. Donc, voilà. Mais pour la France, par exemple, c'est surtout... avec la 4e, on le voit bien, mais après, depuis Giscard, on est sur des gens qui sont complètement pro-américains. Le seul, heureusement, qu'on a eu De Gaulle pendant 11 ans, il n'est pas resté très longtemps, hein, même 11 ans de pouvoir, mais avec 11 ans de pouvoir, on vit encore sur les restes, sur l'héritage, ce qu'il nous a laissé. Mais
C'est surtout sous Mitterrand que ça s'est un peu Il y a eu accéléré. Il y a eu Mitterrand après, mais Giscard a quand même... L'accélération de l'Union européenne, c'est sous Giscard. Sous Giscard. Le vote, suffrage universel pour le Parlement européen, par exemple, qui ne sert à rien, puisque le Parlement n'a pas vraiment de pouvoir, mais on part dans un européisme forcené à partir de Giscard. À partir de 1974. Après, pour moi, depuis 1974, on a le même gouvernement qui continue, plus ou moins. D'ailleurs, c'est Mitterrand, dans ses mémoires, qui disait à la fin « Nous sommes en guerre à mort, une guerre qui ne dit pas son nom, contre les États-Unis. » Oui, c'est toujours comme ça. Juste avant leur mort, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être péché, je ne sais pas. Peut-être ils ont peur pour l'après, ils se confessent. Mais oui, on le sait très bien. La vraie guerre latente est contre les États-Unis, oui, mais... à moins qu'on se rende, avec l'Union européenne, mais parce que gérée par les États-Unis, etc. Oui. Mais oui, c'est logique, oui. Et on a vu avec le référendum de 2005, où les Français, alors pas que, pas le seul peuple européen qui a voté non, mais en tout cas la France a voté non à 55%. 3 ans après, le texte repasse par voie parlementaire sous Sarkozy. Voilà. D'ailleurs, le même qui avait dit le nouvel ordre mondial se fera que vous soyez d'accord ou pas. Oui, voilà. Mais voilà, la preuve. Que vous soyez d'accord ou pas, vous n'êtes pas d'accord, on vous l'impose quand même. Et d'où ce que j'avançais tout à l'heure. Et comme on disait au début, les Américains, oui, mais ils font leur politique, ils font ce qu'ils estiment devoir faire, j'allais dire. Mais évidemment, la plus grosse partie, encore une fois, c'est une certaine responsabilité de nos élites. J'allais dire, les Américains n'imposent pas. Ils ont les moyens d'imposer, évidemment, par plein de biais. Oui, militairement, c'est les plus forts. Mais... Voilà, mais ils jouent d'abord sur la traîtrise des dirigeants locaux. C'est évident. Là, on a eu un vote au Parlement. Je ne dis pas que le Parlement est... Voilà, mais ils auraient très bien pu voter non. C'était en congrès, pardon. C'est vrai. Le Parlement, mais c'était en congrès à Versailles. Ils auraient très bien pu voter non. Il fallait les 2 tiers. Voilà, mais ils ont eu les 2 tiers. Voilà, mais tous les élus sont européistes et très atlantistes. C'est vrai que depuis petit, on nous martèle ça. L'Europe, c'est la paix. Bien sûr. C'est la prospérité. C'est l'union des nations, c'est des slogans... c'est les slogans, oui. Un peu creux, mais que tout le monde a envie de partager. C'est les slogans qu'on nous rabâche, donc forcément, de toute façon, on peut parler d'Union européenne comme on veut. Bon, maintenant, c'est un peu libéré. Moi, je trouve que depuis 2018, on peut quand même parler de sortie de l'Union européenne sans passer pour un fou. Avant 2018... C'était plus compliqué. Avant 2018, moi, je disais, non, je suis pour une sortie de l'Union européenne, on me prenait pour un maboule. Et pourquoi 2018, il s'est passé les Gilets jaunes. Depuis les Gilets jaunes, je pense qu'il y a eu quelque chose... Les Gilets jaunes ont emmené cette... pas tous, je veux dire, mais il y a eu cette pensée-là de l'Union européenne. Pas forcément que de la sortie, mais de dire c'est de la faute de l'Union européenne. Ensuite, ça a continué avec la crise des agriculteurs, ça a continué. Et je pense que maintenant, on peut en discuter. Je pense qu'il y a pas mal de Français, d'ailleurs, qui seraient pour une sortie. Il y a tout le problème après de la peur, qu'est-ce qu'on fait derrière, etc. Mais depuis 2018, on peut en discuter. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, je voulais revenir, encore une fois, c'est vraiment sur cette traîtrise-là. Et il joue donc sur la traîtrise des locaux. Mais il joue sur cette traîtrise, c'est lié à la culture aussi. On parlait de la culture tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais de cet accord-là, j'ai oublié, Bloom Barnes. Ces gens-là sont des Américains mentaux. On comprend du coup pourquoi c'était important d'imposer un quota de films américains en France. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a ces accords-là. C'est des Américains mentaux pour plein de raisons. Par la culture à proprement parler, je veux dire par les films, etc. Ils le sont parce que la bourgeoisie française a cette fascination pour les États-Unis. Avant c'était l'Angleterre, avant c'était l'Allemagne, maintenant ils sont fascinés par les États-Unis, c'est comme ça. Et ensuite, il y a... au-delà de la culture, il y a aussi tout un tas de choses. Les Young Leaders, c'est vrai. les bourses Ford, Rockefeller, etc., sont des gens qui ont été dans ces écoles-là. D'ailleurs, souvent, les Young Leaders, quand ils sont choisis pour être parmi cette élite... on choisit nos dirigeants. Ils choisissent nos dirigeants. Ils arrivent très vite aux fonctions après, quelques années après, quelques mois après. Ils choisissent nos dirigeants, finalement. Parce qu'après, c'est simple. Vu comme le système est fait, si on sélectionne Macron, et que les banques peuvent être liées, je sais pas quoi, les Américains peuvent très bien jouer en faveur de certaines personnes et pas d'autres, par exemple. Donc oui, mais c'est pour ça, il y a la culture, mais il y a tout un tas de... on parlait des bourses, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Il y a énormément de choses, quoi. Mais, c'est vrai qu'à une époque, aujourd'hui, où beaucoup parlent du grand remplacement, de la peur, de machin, finalement, on s'est déjà fait grand remplacer par les Américains. Culturellement, oui. Culturellement. Oui. Culturellement, oui.
Culturel. Le monde entier se ressemble à cause de leur culture mondialiste. Oui, complètement. La culture française aujourd'hui, malheureusement, a été supplantée, pas partout, pas tout le temps. Il y a encore des restes, heureusement, puisqu'il faut se battre pour, mais on est très très américanisé. On peut voir les séries Netflix, on peut voir le nombre d'anglicismes à la minute que certaines personnes peuvent faire, on peut... Les pensées, juste la pensée, je pense à deux choses, même trois. Un truc très basique, mais qu'on oublie, c'est que le peuple français est le peuple qui met le plus de temps à manger. Parce qu'on aime bien manger, on passe je sais plus combien d'heures à table par jour, mais c'est comme ça, c'est notre culture, on aime bien ça. Ce qui permettait, par exemple, à l'époque, quand on avait de l'argent et que les restaurants ne coûtaient pas aussi cher, nos aïeux allaient à midi manger dans les bistrots. Ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais parce qu'à l'époque, une saucisse purée, c'était 2 francs. Quoi. Ouais, maintenant, c'est pour les riches. Voilà, tout à fait. Mais on avait le temps de manger. Aujourd'hui, avec l'américanisation, on a diminué le temps des pauses, mais des pauses bouffe, parce qu'eux, ils bouffent en 10 minutes. Maintenant, on bouffe donc, c'est un sandwich comme c'est un sandwich sur le lieu de travail, etc. Donc, il y a ça, par exemple. Il y a un changement de pensée qui est un peu qui est moins concret, mais qui est sur la laïcité, par exemple. Notre système de laïcité, notre pensée laïque, à nous, Français, est basée sur la neutralité. C'est la neutralité du service public. Ouais. Donc, en quelque part, la neutralité, c'est discriminer tout le monde. Quelque part. Au moins, on est égaux. Voilà. Non, mais c'est discriminer tout le monde. Parce qu'on a une peur. Dans cet esprit-là, c'est les religions. On défend l'État contre les religions. En gros. Alors que les Américains, et c'est ce qu'ils nous ont imposé par le biais de la CEDH et par le biais de l'Europe, par exemple. Les Américains ont non pas un système de principe, non pas un principe de neutralité, mais ils ont un principe de non-discrimination. Ce qui est différent parce que eux, dans leur idée, il faut défendre les religions contre l'État. Ouais. Ouais, mais ce qui fait aujourd'hui qu'on a toutes ces décisions, parce que la CEDH a pris ces décisions et les cours françaises sont liées à la CEDH, on a ces décisions qui, en fait, ne sont pas laïques au sens de la laïcité à la française. Par exemple, parce que c'est un esprit, alors au-delà d'américain, anglo-saxon, disons. Ouais. Et troisième exemple que j'ai là-dessus, c'est le retour, non, mais même pas le retour, mais le début de la pensée, de la race dans la pensée pas française. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était impensable. Parce que dans la France, dans l'esprit français, dans la pensée française, ça n'existe pas. Ouais. Vrai. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu. Des gens comme Gobineau était français, a fait ses théories racistes. Non, mais c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de quotas aux États-unis. On discrimine les gens en fonction de leur ethnie. Mais nous, et c'est revendiqué. Mais, mais nous, ça n'existe. C'est une pensée absolument américaine. C'est quoi le risque de ça, selon toi ? Ça, c'est justement de la culture américaine. C'est justement le résultat de la culture américaine. D'ailleurs, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a un communautarisme en France et des communautarismes en France qui ont émergé ces dernières années, alors qu'avant c'était impensable. Et aux États-Unis, c'est exactement ce qui se passe chez eux, les communautés qui revendiquent. Mais c'est un substrat de la pensée américaine et de l'impérialisme américain. Comme on est dans cet impérialisme, l'impérialisme est forcément multiculturel, donc multicommunautaire, etc. Ils s'en foutent. L'impérialisme, il y a ce, il y a ce grand dôme au-dessus. Tant que les capitaux circulent, on s'en fout. Ouais, déjà, exactement. Et tant qu'il y a un patron au-dessus, supranational, on peut... si vous voulez être entre communautés différentes, il n'y a pas de problème, quoi. Même si ça ne marche pas, finalement. Oui. Mais ça vient de la pensée américaine. Mais on voit le retour, donc le début, de la race qui n'était pas du tout dans la pensée française, qui n'existe pas dans la nation. On accueille la couleur de peau. Mais on ne reconnaît pas les communautés, normalement. Non, bien sûr. L'État ne reconnaît pas de communauté. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est pour ça que moi ça me fait rire, parce que c'est vraiment le théâtre politique, mais on dit qu'il y a aujourd'hui le combat entre donc, l'extrême gauche, les gauchistes, et l'extrême droite, la nouvelle droite, etc. Alors, les deux sont issus d'une pensée américaine. Les deux sont, dans la race par exemple, il y en a... Comment tu relis les deux, toi ? Par ça. Par exemple, par plusieurs choses. Oui, c'est vrai que l'extrême gauche va revendiquer. Mais eux vont préférer l'extrême droite, l'étranger, l'extrême droite vont préférer les blancs. Mais on caricature, mais voilà. Les deux sont, oui, on caricature, mais les deux vont quand même parler de race, blanc. Alors qu'on devrait même pas en parler. Alors qu'on devrait pas en parler. Et c'est ça le gros problème, c'est que c'est même plus une pensée française. Dans la pensée française, ça n'existe pas. Puisque je me rappelle, il y a j'étais du tout pas né, mais je me rappelle avoir vu l'émission. C'était une émission des années 60, disons, 60-70, chez Bernard Pivot. Il y avait deux invités, il y avait Gaston Monnerville, ancien président du Sénat, donc, et Angela Davis. Angela Davis raconte
les difficultés des Noirs américains avant les droits civiques, etc. Donc, pas les mêmes bus, pas les séparations, la ségrégation, etc. Devant un Gaston Monnerville, pas interloqué, mais voilà, Bernard Plouffe pose la question, et alors il dit, mais écoutez, moi je suis évidemment solidaire de la souffrance des Noirs américains, mais c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, parce que moi, je suis un Noir français, et dans mon pays, je suis le 2e personnage de l'État, puisque le président du Sénat. Donc vous voyez bien que dans les années 60, on parle bien des années 60, ouais. Les Américains en étaient pas là. Et même pendant la Première Guerre mondiale, les soldats américains dégageaient les Noirs des bistrots français. C'est les Français qui disaient non, chez nous, ils ont le droit d'être... Après la Seconde Guerre mondiale, pardon, quand il y avait les soldats américains qui étaient sur le territoire, ils viraient les Noirs. C'est les Français qui disaient non, mais les Noirs ont le droit chez nous d'être dans les mêmes bistrots que nous. Voilà, c'était quelque chose qui n'existait pas. Gaston Monnerville était 2e personnage de l'État. Donc quand il parle à Angela Davis, ils vivent dans 2 mondes différents. C'est des problèmes, c'est des importations de problèmes américains. C'est pas du tout des problèmes français. Et d'ailleurs, pour continuer sur ces importations de problèmes et ces différences culturelles, on voit, alors c'est un des passages de l'ouvrage, tu parles du wokisme. Sûr. Et on voit comment est-ce il occupe, on va dire, une partie de la culture aujourd'hui médiatique, sociétale. Oui, d'ailleurs, tu expliques bien à quel point le sociétal a remplacé le social. On en reparlera après. Mais en quoi le wokisme, pour toi, représente un danger ? Pourquoi il représente un danger ? Pour plusieurs raisons, mais premièrement, pour moi, le danger principal du wokisme vient du fait qu'il divise. C'est quelque chose que le capitalisme va accepter. Le capitalisme, disons, le grand pouvoir de l'argent, la finance mondiale, va accepter très facilement puisque ça divise le peuple. Donc ils vont pas combattre le wokisme, ça leur sert à rien de le combattre. Ils sont même plutôt contents de l'avoir, ça divise les gens. C'est ce que disait Kluskar, il y a le social et le sociétal. Le sociétal a remplacé le social. Le sociétal divise, puisqu'on va diviser un homme, une femme, les noirs, les blancs, les hétéros, les homos. On va séparer tout le monde. Donc, il en parlait déjà dans les années 70. Il en parlait déjà, même avant. C'est ça, mais directement en 68, enfin voilà, mais c'est une division du peuple. Donc c'est ça le plus grand danger, puisqu'on divise le peuple en identité raciale, sexuelle, etc., etc. Donc ça divise. Quand on voit les grands mouvements de rassemblement, c'est pas sur des choses comme ça. Le dernier grand rassemblement, c'était contre la réforme des retraites. C'est un mouvement social. Parce que qu'on soit noir, blanc, bleu, homme, femme... il n'y a plus de communauté, là. Il n'y a pas de communauté. On est tous ensemble. On est tous concernés. Donc le remplacement du social par le sociétal est une aubaine terrible pour la finance. C'est ça le plus gros danger, c'est la division du peuple. C'est la division. C'est ça le plus gros danger. Ensuite, après, il y a des dangers qui sont... comment dire, qui sont le fait qu'ils ont une hégémonie culturelle, on ne peut pas le nier, et que à l'avenir, c'est personnellement pas ce que je veux voir pour la France, mais le plus gros danger pour moi, c'est ça, c'est la division du peuple. Ils ont divisé... Ils le font, certains, je pense que certains le font en conscience, et certains le font de bonne foi, en croyant leurs idées, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils divisent le peuple. Pour toi, l'esprit français a disparu ? Est-ce que l'esprit français disparaîtra jamais ? Est-ce qu'il a disparu ? Non, je pense vraiment pas. C'est pour ça que j'écris ce livre, sinon j'écrirais pas, finalement. S'il n'existait plus, je pense que l'âme des peuples existe, j'allais dire éternellement. Voilà, mais je pense que l'âme des peuples existe et que l'esprit français existe encore, et qu'en tout cas, il est bien caché, mais il ressortira. Je pense qu'on peut être que dans l'espérance. C'est pas un espoir, c'est pas ça arrivera un jour, c'est une espérance, c'est-à-dire que c'est lié à l'action. Il faut agir. Mais il n'y a pas que l'action qui compte, il y aura évidemment des événements, etc. Mais il faut quand même être dans l'action. Alors justement, de cette action, t'en parles aussi, parce que... Action n'est pas que concrète, je veux dire. Action n'est pas que faire des manifs, etc. Une action, c'est juste se responsabiliser. Voilà, c'est ça. C'est que tu parles de cette responsabilisation et aussi de cette posture de refuser. Le refus et la responsabilisation. Pourquoi ces 2 points importants dans la posture du citoyen aujourd'hui français ? Parce qu'il ne peut... personnellement, je pense qu'il ne peut pas accepter ce qui arrive aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il puisse accepter. Il faut sortir du déni. Pour moi, tout vient du déni. Je pense que le peuple français sait très bien ce qui arrive. Il voit ce qui se passe. On ne peut pas ne pas le voir, d'ailleurs. Il voit ce qui se passe, mais comme disait Peggy, il faut
il faut dire ce qu'on voit, oui, mais il faut avant tout voir ce qu'on voit. Et je pense que là, en ce moment, je pense que les gens sont dans le déni, c'est-à-dire qu'ils voient très très bien ce qui se passe, quelque part. Mais il faut se cacher la réalité. Pourquoi ? Parce que sinon, psychologiquement, je pense que c'est trop dur. Ce serait trop dur de se dire que tout un monde s'effondre. Tout un monde, c'est-à-dire que nos représentants ne sont pas des traîtres, que l'UE, c'est pas forcément la paix. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont compliquées quand on a 30, 40, 50, 60 ans, 20 ans. On se dit, on s'est fondé on s'est fondé une psychologie là-dessus. Donc je pense qu'on est obligé d'être dans le déni. Et je veux dire, c'est pas une condamnation, je le comprends. Mais je pense qu'il y a des événements qui vont faire en sorte qu'on va sortir de ce déni. Comme quoi, par exemple ? Je sais pas, ça pourrait être... S'ils vont chercher dans l'épargne des Français. Est-ce que les Français vont pas se réveiller en se disant bon là, non, on veut pas que vous nous fassiez les poches. Est-ce qu'ils testent pas du coup des petites choses pour voir ? On a vu avec les 2 jours fériés. Si, bien sûr. Si. Puis ils font même une sorte d'effet cliquet. Ils vont très doucement, mais une fois qu'on a mis le pied dans la porte est ouverte. Donc effectivement, oui. Ils vont tester la psychologie des gens, ce qu'ils ont déjà testé. Ils vont aller de plus en plus loin. Voilà. Est-ce qu'on est plus, en espérant que ça se réveille un jour. Justement, c'est ça. Est-ce que le peuple français est plus résistant que les autres en Europe ou au contraire, j'ai l'impression peut-être que parfois... Moi, je pense que c'est historique un petit peu, mais le français est un peu loin à la détente, entre guillemets. C'est normal, mais qu'à partir du moment par contre où il se réveille, il faut du temps pour arrêter la machine à couper les tronches, quoi. Alors on a eu les Gilets jaunes qui ont été un mouvement spontané, qui aurait pu aller très loin, qui a été aussi très bien détourné par les pouvoirs médiatiques et politiques, mais qui avait en son sein quelque chose de très français, comme tu disais, spontané, et d'un ras-le-bol qui dit, comme ton ouvrage, qui dit merde, complètement. Qui s'est stoppé au bout de 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'il jouait l'usure. Le pouvoir jouait l'usure et forcément ça marche. Est-ce que tu penses qu'on a retrouvé l'énergie de repartir au combat, j'ai envie de dire ? Est-ce que les Français ont retrouvé cette niaque de dire merde ? Est-ce qu'ils ont retrouvé cette niaque ? Non, pour l'instant non. Non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent merde à l'intérieur, oui. Par contre, pour l'instant, c'est pas une colère sortie, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont... Enfin, je pense. Encore une fois, je l'espère, je suis dans l'espérance qu'ils vont le faire. Je peux pas deviner ce que fera le peuple. De toute façon, c'est un peu la phrase... J'ai plus exactement la phrase, mais c'était Jean-Pierre Léaud dans un Philippe Garrel qui disait pour qu'il y ait une révolution, il faut parler révolution, mais il faut avant tout que la révolution, il faut qu'il y ait les conditions, que les conditions de la révolution sont réunies. Donc c'est un peu une prophétie autoréalisatrice, mais pour qu'il y ait une révolution, il faut que les conditions soient réunies, et si les conditions sont réunies, il faut qu'il y ait une révolution. Voilà, pardon. Mais donc on peut pas savoir à partir de quel moment. Ce que je peux dire, ce qu'il faut faire déjà, c'est être dans l'action. C'est-à-dire dans l'action, c'est pourquoi pas aller manifester, c'est une action concrète, mais c'est lire des bouquins, c'est lire Nexus, c'est déjà lire, c'est déjà une action. S'autonomiser, se responsabiliser. Se responsabiliser, c'est déjà une action. Il faut arrêter ce truc aujourd'hui où quand on dit quelqu'un qui lit, il est feignant. Enfin, non, quelqu'un qui lit travaille quelque part. Quelqu'un qui écrit aussi d'ailleurs, pour me défendre ma paroisse, mais non, mais quelqu'un qui lit et quelqu'un qui travaille intellectuellement. C'est ce que disait André Gorz, qui était un philosophe communiste, marxiste, pardon, mais la technique était acceptable parce qu'elle faisait gagner du temps de travail, mais le temps de travail gagné était acceptable. Et c'était fait pour que le citoyen ait plus de temps pour réfléchir. Oui, s'émanciper. Voilà, pour s'émanciper et pour réfléchir au commun. C'était l'osium ou la scolée grecque. C'est plus trop le cas. Loisir studieux. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On n'est plus trop dans les loisirs studieux. On n'est plus dans le loisir studieux. Mais c'est ce que le pouvoir a compris. Encore une fois, pour une raison simple, c'est même pas eux qui l'imposent. C'est pour ça que c'est ça qui est subtil, il n'y a aucune imposition. C'est qu'ils savent, au-delà du fait qu'ils travaillent certainement qui travaillent et qu'ils savent très bien comment marche la psychologie humaine, la psychologie sociale, ça c'est sûr, mais ils jouent sur la nature humaine. On a tous cette tendance quand on rentre chez nous, à se foutre devant la télé. C'est complètement humain, et on va pas condamner personne, on peut pas condamner les gens alors que je le fais moi-même. Mais ils jouent là-dessus, ils font ça, proposons-leur des conneries. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi, qui fait ça, comme tout le monde, nous tous, tu regardes une série, c'est du loisir, on va dire, pas du tout productif. Oui, du tout.
Parce que des loisirs plus productifs que ça, même ne rien faire, c'est plus productif que regarder la télé. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme toi, qui tombe là-dedans, finalement, à un moment donné, s'autonomise, se responsabilise, alors que c'est vrai, on le voit, il y a une masse de gens qui n'ont peut-être toujours pas compris ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Une masse de gens qui n'ont pas compris ce qui se joue dans les enjeux géopolitiques, dans la guerre en Ukraine, avec la Russie, et qui continuent de consommer, même s'ils sentent qu'il y a peut-être une arnaque, quelque chose de très louche dans tout ce qu'on vit ces dernières années, mais continuent de consommer sans se poser de questions, voire même en attaquant les gens comme toi, comme nous, en traitant de complotistes, je sais pas quoi. Ça, c'est le truc, Voilà, bon. Ça, c'est le truc classique, Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a des gens comme toi qui disent merde, mais d'une façon en nommant le problème, et puis les autres qui continuent de consommer ces loisirs Pourquoi jusqu'à l'excès. Encore une fois, c'est très complexe. Je pense que c'est vraiment... On parle de psychologie sociale et de nature humaine, quelque part. Là, ce que tu me dis me fait penser à un truc... pareil de Bernanos dans un article qu'il avait fait, bref, je ne me rappelle plus du titre de l'article, mais qui parlait justement de exactement ce que tu dis. En gros, le pouvoir vous parle de plan. Vous inquiétez pas, il y a un plan. Vous inquiétez pas, on a un plan. Il y a un plan plus large, il y a un plan. Vous inquiétez pas, il y a un plan. Et il disait, les gens sont tellement déresponsabilisés qu'ils croient ce truc-là, il y a un plan, et que si quelqu'un se met à dire que le plan, c'est un plan à la con, il est délétère pour nous. Il est délétère. Ouais. Pardon, il explique du mot, mais qu'il est délétère, et ben les gens vont naturellement se tourner vers la personne en disant « Mais non, mais t'as rien compris, le plan va marcher. » Et c'est vraiment de la nature humaine, c'est un peu une question, j'allais dire, on ne va pas revenir sur Girard, mais de bouc émissaire, etc. Au-delà du bouc émissaire. Mais René Girard qui parlait beaucoup de... Voilà, mais c'est vraiment, on est dans la nature humaine aussi, c'est pour ça que c'est pas condamnable, etc. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais il faut, pour être un homme libre, et moi je suis comme Bernanos, je tente, à mon petit niveau, c'est pas je tente de faire des hommes libres, j'espère que ça pourra être une échelle à la création d'hommes libres, à la recréation d'hommes libres, mais c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, un homme libre, c'est quelqu'un qui se dépasse de sa nature humaine, tout simplement, qui se dépasse, qui reste dans sa nature humaine, mais tout en se dépassant, en disant, bah non, aujourd'hui, je vais essayer de pas... j'ai envie d'aller au McDo, mais tiens, je vais pas bouffer McDo, par exemple, ou il y a Netflix, mais non, tiens, je vais essayer plutôt de me mettre sur ce bouquin-là. Ça part de là. Ça part de là. Après, encore une fois, c'est un choix. Donc on pourrait dire que c'est avant tout une émancipation intellectuelle avant l'émancipation citoyenne. Alors, parce que tu cites souvent Bernanos qui a dû jouer un rôle. En tout cas, pour moi, oui. Dans ta construction. En tout cas, pour moi, oui, il y a une émancipation avant tout intellectuelle. Mais après, ça dépend comment on comprend. Enfin, ça dépend de comment. Par quel biais, on arrive à ce constat, quelque part. On peut y arriver par des lectures, on peut très bien y arriver par la vie professionnelle, en se disant, tiens, il y a beaucoup de gens que j'ai croisés qui sont devenus, je sais pas comment dire, disons résistants, mais pour aller vite, mais parce que c'est une certaine résistance quand même, sans se prendre pour des résistants de 44, c'est vraiment pas ça le problème, mais il y a une sorte de résistance. C'est beaucoup de gens qui, après un accident de la vie, je me suis fait virer de mon boulot, que j'ai compris que, ou pour plein d'autres raisons. Mais ça vient pas forcément d'intellectuel, mais d'émancipation intellectuelle, mais ça peut venir aussi d'accident de la vie. C'est pour ça que je parle d'action, effectivement, mais il faut pas enlever les événements aléatoires qui peuvent arriver. Des fois, on peut prendre conscience parce qu'on lit, oui, mais on peut prendre conscience parce que il nous arrive quelque chose de dramatique dans la vie. Souvent, voilà, un licenciement, par exemple, fait qu'on se pose un petit peu la question, qu'est-ce qui nous est arrivé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Je prends cet exemple-là, mais... Oui, c'est vrai que par exemple, la crise sanitaire aussi a été l'occasion pour beaucoup de se réveiller, on va dire, en tout cas de prendre conscience de certaines choses et de se mettre à résister au pouvoir qui devenait... Non, mais par exemple, effectivement, des événements comme ça, par exemple. C'est pour ça qu'il n'y a pas que... Enfin, il n'y a pas que... Il y a un moment donné, je pense qu'il faut une émancipation intellectuelle au vrai sens du terme. Je veux dire, c'est même plus une émancipation psychologique qu'autre chose. C'est pas intellectuel, c'est pas forcément aller lire Deleuze, aller lire Kant ou je ne sais quoi. C'est une émancipation psychologique en se disant, tiens, je vais aller voir plusieurs sons de cloche, je vais essayer de pas... Pour moi, un homme libre ne tombe pas dans le manichéisme, par exemple. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On essaye de comprendre un peu plus loin que ça. L'Union européenne, c'est pas le mal. On sait très bien que c'est très mauvais pour la France. Donc oui, c'est le mal quelque part, je veux dire, mais il faut comprendre pourquoi, quel était le but derrière, etc. etc. Et à trop simplifier les choses, on ne comprend plus les causes. On ne comprend plus les causes et du coup, on ne peut pas s'émanciper intellectuellement. On peut pas... C'est le problème des gauchistes, par exemple, mais et de l'autre côté de la nouvelle droite, disons,
qui vont cibler des ennemis, oui, mais finalement, ils ne répondent à rien aux problèmes qu'on a. Pour toi, ils sont les deux faces de la même pièce. Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce. Au bénéfice de ce mondialisme qui continue son extension. Au bénéfice de Washington, tout simplement. Je veux dire, dans tous les cas. Oui, mais après, si c'est Washington, ça pourrait être ailleurs. Ils peuvent changer. Oui, non, mais pourquoi le mondialisme. Je veux dire, ils ont de la pensée. Oui, mais le mondialisme est fortement lié, je veux dire, à la pensée américaine. Donc, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, c'est les Américains qui défendent ce mondialisme-là parce que ça les arrange. De l'autre côté, si jamais les pôles s'équilibrent et que les BRICS prennent plus d'importance et qu'on. Est-ce que finalement le mondialisme pourrait changer de géographie et continuer sous une autre forme? Ce serait plus du mondialisme du coup. Là, on serait sur un. Et pourquoi pas? Moi, je pense que c'est le projet de l'esprit français. C'est un monde multipolaire. Comme on dirait, un monde westphalien. C'est le traité de Westphalie, 1648, qui fait que l'Europe a un équilibre des puissances, comme on dit. Okay. Et je pense que c'est ça, le monde multipolaire, oui. Un vrai monde multipolaire, dans le sens où l'ONU serait une vraie... C'est pas... Encore une fois, on est sur quelque chose qui est ni bien ni mal, l'ONU, qui part d'une bonne intention, pourquoi pas, mais qui a été dévié dès sa création. Mais un ordre international correct pourrait être intéressant. Un vrai ordre international, encore une fois, et pas supranational. Oui. Mais pourrait être très intéressant. Des règlements de conflits entre États, j'allais dire libres, déjà d'une, indépendants, deuxièmement, et voilà. Ce serait très intéressant. Mais il faudrait, pour moi, c'est le projet de l'esprit français. C'est pour moi le projet de Gaulle. Être non aligné, c'était de ne pas choisir entre le camp américain et le camp soviétique, ou le camp, voilà, bref, peu importe le nom des camps, mais il était non aligné. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le monde ne soit dirigé par aucun pôle. C'est ça, pour moi, c'est le projet de la France, mais le projet de l'esprit français, pas de la France actuelle, bien sûr. Ouais. On sait très bien le projet de la France actuelle, il est atlantiste, voilà. Mais je pense que c'est le projet. Donc, mais ce serait pas du mondialisme, du coup. Là, on serait sur un ordre, un vrai ordre international. Est-ce qu'il y a des chances que ça arrive? Certains voient Trump comme un sauveur, oui, d'autres voient Poutine comme un sauveur. Oui. Bon, avec Macron au milieu. Oui. Donc, pour toi, il y a peu de chances que... Non, faut toujours... Alors, encore une fois, ça peut toujours arriver. Tout peut arriver. Il faut avoir, encore une fois, l'espérance de le faire et agir en conséquence. Deuxièmement, ce que je crois en Trump ou en Poutine, non. Même pour une raison déjà simple, ils ne sont pas français. Dire ce que Trump fait et Poutine fait, ils font leur truc. Ils défendent leurs intérêts, en fait. Ils défendent les intérêts de leur pays. Oui. Ensuite, après, à l'intérieur, est-ce que Trump défend l'État profond, etc. J'en ai strictement rien à cirer. C'est des Américains, il fait... Alors s'il parvenait à virer l'État profond américain, pourquoi pas, pour faire simple, et que le mondialisme prend un petit coup dans l'aile, ça bénéficiera pas à la France. Ça pourrait bénéficier à la France, mais je pense pas que ce soit le but. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, apparemment, c'est déjà beaucoup moins le but que ce qu'il disait au début. Voilà, mais c'est jamais le but, et c'est normal. Encore une fois, rester dans un certain impérialisme, parce qu'il pourrait peut-être pas continuer l'impérialisme américain comme il était à l'époque. Problème de dollar, problème d'inflation, etc. Mais il faut qu'il continue un certain impérialisme, c'est ça qui leur rapporte le plus. La dernière fois, il a sifflé, parce que je suis désolé, mais c'est vraiment le cas, il a sifflé les Européens, il leur a piqué 1000 milliards. 100 milliards d'armes pour l'Ukraine que les Européens vont payer, 600 milliards d'investissements aux États-Unis, l'Europe va investir aux États-Unis, bravo, et 600 ou 400 milliards d'achat d'énergie. Voilà, il a sifflé, ils sont venus. Donc, il a raison de le faire, encore une fois, pour l'intérêt des Américains, etc. C'est lui qui a certainement raison. Poutine, pour l'intérêt de son peuple, a certainement raison aussi. Moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui a l'intérêt du peuple français au cœur. Et l'intérêt du peuple français, ensuite, s'étendra pour essayer géopolitiquement de faire en sorte que, je pense que quelqu'un qui aura le peuple français, enfin l'intérêt du peuple français chevillé au corps, cherchera à être non aligné. Pour moi, c'est évident. Pour une raison simple, déjà, c'est qu'on peut traiter avec tout le monde. Le but de Gaulle aussi, c'était de traiter avec tout le monde. C'est le premier à avoir reconnu la République populaire de Chine, par exemple. Exact. Il ne s'intéressait pas aux idéologies du gouvernement. Ce qui comptait, c'était l'État. Voilà. Et puis la diplomatie française était quand même bien sûr. assez efficace. Bien sûr, mais parce que pas de manichéisme. Ouais. Pas de manichéisme. On traite avec l'État, on ne traite pas forcément avec qu'est-ce que fait le gouvernement. Peu importe, ça dépend à quel degré, évidemment. Oui. Si le gouvernement était un gouvernement de tortionnaires, etc., il ne faut pas traiter avec. Je veux dire, il y a des limites, certainement, mais
Il faut pas se dire « Oh, la Russie, elle est méchante ». C'est pas de la diplomatie, là. Mais c'est pas de la diplomatie. C'est de l'idéologie. Oui, puis c'est complètement contre-productif. On le voit bien, de toute façon. C'est pas l'économie russe qui est à genoux. Mais c'est vrai qu'on voit à quel point, finalement, ceux qui ont perdu le plus, c'est les Européens. Oui. Oui, complètement. Mais on continue encore. L'Allemagne. Ouais. Pour le coup, par exemple, les Allemands. Mais c'est ce que disait Kissinger. Je pense à ça aux Américains. Il dit être l'ennemi des Américains est fatal. Mais être l'ami des Américains est pire, c'est mortel. Ah oui, ça veut tout dire. Voilà. Les États-Unis, ou je ne sais, en tout cas ont accepté certainement le principe, s'ils ne l'ont fait eux-mêmes, Nord Stream a été détruit. C'est vrai. Qui devait relier l'Allemagne, qui reliait l'Allemagne. Qui ont choisi eux le gaz. Aujourd'hui, l'industrie automobile allemande s'effondre parce qu'ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'énergie. Les Américains n'ont pas hésité une seconde. Encore une fois, si c'est eux qui ont vraiment... Voilà, je pense que Biden avait prévenu. On est bien d'accord que... Vous le lancez, on fera en sorte qu'il fonctionne pas. J'en suis, moi, convaincu, mais restons... Mais bon, voilà, présomption d'innocence. Voilà, c'est les Russes qui ont détruit. On nous a quand même voulu nous faire croire que c'était les Russes qui avaient détruit leur propre installation, alors qu'il leur suffisait de fermer le robinet. Fermer le robinet, mais Poutine, bien sûr, Poutine est fou. Mais c'est toujours la chose, de toute façon, quand on n'a rien à dire, quand on n'a rien à reprocher, on va dire cette personne est folle. Voilà. On psychologise tout. Comme ça, au moins, sans réfléchir. on dépolitise le débat. Voilà. Alors que d'aller chercher plus loin, encore une fois, voilà, si on dépasse le manichisme et qu'on se dit, certes, Poutine a attaqué. Premier, dans l'ordre international, il n'a pas, dans l'ordre actuel, disons, sur le traité de l'Atlantique, il n'a pas le droit d'attaquer. Très bien, pas de problème. Mais on va peut-être pas s'arrêter là. Il faudrait peut-être réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient. Bien sûr. Pour vraiment, ensuite, faire une diplomatie et essayer de régler vraiment le conflit. Qu'est-ce qu'il demande ? Quels sont les trucs ? Qu'est-ce qu'il demandait avant ? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu ? Du coup, on sait très bien que le problème était l'OTAN et l'élargissement de l'OTAN à l'Est qui devait s'arrêter pour lui, et ce qui est complètement logique. Chacun a ses sphères d'influence, et puis encore une fois, quand on dit les Russes sont méchants, ils ont, je crois, 2 bases, même les Chinois, je crois que chacun doit avoir 2 bases à l'étranger, les Américains en ont 500. C'est vrai, quand on regarde la carte du monde, avec les bases américaines, c'est difficile d'y croire. Voilà. Non, mais partout. Voilà. Partout. Voilà. Donc, c'est difficile, c'est vrai que pour les Russes, de ne pas se sentir cernés. Mais bien sûr. Et puis, encore une fois, pas besoin d'épiloguer dessus, mais on sait très bien maintenant ce qui s'était passé en Ukraine, quand c'était un pouvoir pro-russe qui était passé. Le Maïdan, on sait très bien que ça a été organisé. Si ce n'est organisé, en tout cas bien aidé. Bien soutenu. Voilà, les révolutions oranges, on les connaît, quoi. Les Américains ont ces tendances-là. Mais c'est pour ça qu'après, chercher un sauveur ailleurs, moi je vois pas l'intérêt. Trump défendra son peuple et c'est très bien. Poutine défendra son peuple et c'est très bien. En fait, les Français sont un peu démunis parce qu'ils voient bien qu'en interne, on risque d'avoir personne pour jouer ce rôle du nouveau général de Gaulle. Bien sûr. Donc on a tendance à vouloir chercher à l'extérieur. Vouloir chercher ailleurs et avec un réflexe qui est naturel, comme nous sommes complètement, comme disait Régis Debray, le 51e État américain. Autant aller chercher chez le patron directement, hein. Puisqu'aujourd'hui, c'est Régis Debray qui le dit, on n'a plus qu'à demander. Aujourd'hui, vu où on en est, on n'a plus qu'à demander l'annexion. On n'a plus qu'à demander l'annexion en tant que 51e État américain. Il n'a pas tort. Je serais absolument outré et contre. Mais je veux dire, il n'a pas tort je comprends le raisonnement. Donc oui, pourquoi pas aller demander. De toute façon, on voit comment les élections américaines. Moi, je suis outré à chaque fois de comment on suit les élections américaines. Les élections américaines, on a l'impression de les suivre comme si c'était les nôtres. Ça fait pendant. Aucun autre pays pour lesquels on suit les élections. Mais non, ça fait pendant 1 mois des tribunes, des machins, tout le monde est invité pour parler de. Normalement, c'est chez eux, il ne se passe rien chez nous si on était vraiment souverain. Mais tout le monde le sait qu'on n'est pas souverain. Donc voilà, c'est pour ça que c'est du théâtre politique. Mais c'est terrible de voir ça. Alors, dans ton ouvrage, tu as un passage, je vais dire un chapitre, mais c'est un ouvrage assez court, hein, 37 pages. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Donc, chaque idée s'enchaîne de manière assez fluide. Il y a un passage sur la technique. Alors, j'ai appris un terme, le pharmacone. Hein, que j'aimerais remettre au goût du jour, oui. Et tu le déclines sous plusieurs aspects. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le pharmacone ? Alors le pharmacone, c'est très simple. Le mot a l'air compliqué. Mais c'est parce que c'est du grec. Mais le grec, il faut s'y intéresser, c'est pas si dur et c'est hyper intéressant. Non, mais le pharmacone, c'est un mot utilisé par Platon, tout simplement pour désigner quelque chose, donc quelque part un peu tout, qui peut être
et un remède et un poison. Ce qui est à peu près le cas de tout ce qui peut exister, quoi. Je prenais la technique est un pharmacone. Pourquoi ? Parce que la technique, en tant que remède, est quelque chose... La promesse de la technique, c'était de libérer l'homme des contraintes naturelles. C'était la promesse originelle de la technique. Ce qui est normal, puisque, quelque part... moi, je vais faire une petite digression, mais c'est Dufour qui disait ça, que l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est la néoténie. Donc le fait que on garde des caractères juvéniles à l'âge adulte et que quelque part, en fait, on peut pas aller plus loin dans notre évolution à court terme, bien sûr. Je suis pas sûr des milliers d'années, mais et que du coup, l'homme a dû chercher ailleurs des moyens de s'émanciper de ces contraintes naturelles-là. Donc par la culture, par la technique. Bref, petite digression. Donc la promesse de la technique, c'est ça. Donc c'est une bonne chose. La technique est une bonne chose en soi. C'est les outils, je veux dire, tout simplement. C'est juste le silex, par exemple, la technique. C'est déjà une technique. Donc c'est la libération, c'est l'émancipation par des contraintes naturelles. Mais, et comme toute chose belle, ça peut se transformer en cauchemar, la technique aujourd'hui, c'est les cadences de machines affreuses, c'est le téléphone, le pharmacone. Le téléphone, c'est très bien, ça permet d'appeler des gens, et en même temps, ça permet de nous surveiller. C'est un pharmacone, tout simplement. Donc la technique, oui, et la technique en plus, mais comme le loisir est un pharmacone. Le loisir, c'est très bien. Je ne vais pas condamner le loisir, je suis pour le loisir. Le problème, c'est que quand le loisir était une pause dans la vie quotidienne, c'était bien, mais quand le loisir devient la vie, est-ce que c'est quelque chose qui est encore acceptable ? Pas acceptable, qui n'est pas dangereux. Donc comme tout dépend de la dose, en fait, comme le poison. Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que le loisir, pour prendre cet exemple, et d'ailleurs, on voit à quel point il était lié à la culture américaine, parce que c'est cette culture du loisir, du divertissement, qui nous a envahis en Europe et en France ces dernières décennies, au point que la dose est devenue toxique. La dose est devenue complètement toxique. Et en plus, alors, déjà la dose... Et le contenu aussi. Et le contenu, moi je me rappelle pas malheureusement parce que je suis né en 92, mais quand on voit les émissions qu'il y avait à la télévision française avant, donc, mais il y a très longtemps, là on parle des années 70 ou 80, la France était quand même un pays c'était pas des divertissements, c'était du loisir studieux pour le coup. On regardait la télé, oui, mais on tombait sur, je vais dire une bêtise, mais Apostrophe par exemple, ou les dossiers de l'écran, je ne sais quoi. Enfin, il y avait des débats intéressants à la télé, des vrais débats avec des vrais gens, des vrais historiens, des vrais intellectuels. C'était quand même des émissions qui étaient... même dans les années 80, 90 même 80, 90. Bah, jusqu'à la vente, quasiment, on ne peut pas dater ça, mais jusqu'à la vente de TF1, la vente de TF1 à Bouygues, par exemple, enfin, c'est pas TF1, mais de la Une à Bouygues, normalement, dans le contrat de vente, il y avait le fait de faire des émissions culturelles. Un contrat qui n'a jamais été respecté par la famille Bouygues. Voilà, mais c'est à partir de là que... Bon, mais c'est quand on voit le niveau des... Et puis quand on voit aussi la nécessité des gens de consommer ce type de loisir-là, avec son corollaire qui est vivre dans la peur, dans la menace, dans l'angoisse, dans laquelle on fait baigner les peuples par justement cette ambiance anxiogène. On peut le comprendre. Et on se réfugie dans ce consumérisme. On peut complètement le comprendre. C'est de la consommation. Oui, exactement, c'est de la consommation. Et on peut le comprendre parce que on a envie de s'abrutir quelque part quand on voit le monde tel qu'il est. On a envie de s'abrutir et de regarder une énorme bêtise à la télé. Nous anesthésie, on va dire. Nous anesthésie, tout à fait. C'était la phrase c'était La Rochefoucauld. Je crois que c'est La Rochefoucauld. Oui, c'est La Rochefoucauld qui disait l'ignorance est un état tellement satisfaisant qu'on s'y réunit en nombre. On s'y range en très grand nombre, pardon. Et c'est exactement ça. Encore une fois, on est dans de la nature humaine et qui est complètement logique. C'est terrible si tous les... Enfin, je sais pas comment dire, mais quand on voit l'état du monde, etc., si tous les soirs, il fallait qu'on se lise un bouquin, il faut avoir de la force d'esprit pour se dépasser et se dire, bon, je vais quand même lire un truc qui va pas me faire plaisir. De prime abord, qui va nécessiter un effort intellectuel, de la concentration. Qui va continuer à être quelque chose qui va... Comment dire ? Ça va me montrer comment marche le monde, mais comme on sait que le monde marche bien, ça va pas être un truc très gai. Et en plus, la finalité, c'est de découvrir quelque chose d'assez sombre. Voilà, c'est pas quelque chose de gai, donc forcément, on n'a pas très envie. On préfère regarder un truc complètement abrutissant, mais drôle. On peut le comprendre. Encore une fois, c'est de la nature humaine. Ouais. Comment on sort de ça ? Comment tu sors de ça ?
bah, c'est un peu... c'est un peu comme aller faire du sport, finalement. Moi, j'en ai fait. Aujourd'hui, bon, j'ai pas trop le temps, mais j'aurais pas très envie d'en faire, j'avoue. Non, mais je rigole, mais aller faire du sport avec des copains et tout, mais sortir courir tous les jours, les gens qui vont sortir tous les jours, par exemple, c'est un effort. Et le bénéfice, il arrive très tardivement. Oui, voilà, on se lance dans cette activité. Mais ils font l'effort d'aller courir ou d'aller à la salle. Maintenant, c'est la mode d'aller à la salle de sport. Oui, américaine. Et c'est certainement très bien. Mais c'est complètement américain, puisque encore une fois, c'est de l'hygiénisme. C'est de l'hygiénisme absolu sur... en plus, la beauté des corps, etc. Enfin, bon, mais c'est de l'hygiénisme absolu, c'est complètement américain. Mais bref, pourquoi pas? Mais c'est un effort de se dire, bon, je rentre du boulot, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais à la salle de sport. C'est une sorte d'effort. Mais c'est le même effort que de se dire... Enfin, c'est un autre effort, mais c'est du même acabit que de se dire... Bah, là, je vais pas regarder la télé, je vais lire un bouquin. Ouais, mais c'est beaucoup plus simple encore de se lancer dans une activité type sportive parce qu'on sait où on va, on sait qu'est-ce qu'on va gagner. Oui, tout à fait. Alors qu'une activité intellectuelle, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va gagner et on ne sait pas par quelle méthode, parce que tu peux lire du Kluskar. Déjà, il faut connaître Kluskar, tout le monde ne connaît pas Kluskar. Et puis tu peux lire autre chose, et puis tu ne sais pas par quel livre commencer. Et puis non, mais clairement. Non, mais c'est sûr qu'on sait, avec le sport, on sait le gain qu'on va avoir. On sait qu'on va gagner des points de vie, j'allais dire. Des points de vie, un peu de cardio, voilà, perdre un peu de poids pour ceux qui... Et on pourra voir le gain. Pour la lecture, effectivement, le gain... Enfin, le gain. Le gain est complètement personnel aussi. C'est que... Parce qu'on ne pourra pas forcément tout partager non plus, parce que les gens ne vont pas forcément nous écouter. Non, mais c'est vrai, c'est le cas. Par contre, quel bonheur, j'allais dire, entre guillemets. Bien sûr. Mais quel bonheur et quelle grandeur de se sentir libre quelque part aussi. Parce que d'aller chercher ces bouquins-là, pas forcément le mien, mais je veux dire, aller chercher Bernanos aujourd'hui, qui est complètement oublié, ou Kluskar, ou etc., mais il y a une certaine liberté dedans. Il y a une certaine liberté dedans. Tu te sens plus libre aujourd'hui avec cette compréhension du monde? Oui, pour moi, on est plus libre. On n'est pas plus heureux, quelque part, mais on est plus libre. On n'est pas plus heureux. C'est pas si vrai, mais encore une fois, on est... Moi, j'aime bien la phrase de Bernanos là-dessus. C'est un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste est un imbécile malheureux. Dans tous les cas, on est un imbécile, quelque part. Non, mais selon Bernanos, ce que je veux dire. Mais il n'y a pas à être ni optimiste ni pessimiste, donc pas forcément être heureux ni malheureux. C'est, à un moment donné, il faut être réaliste. On voit ce qui se passe dans le monde. Point. Alors ça peut nous rendre tristes, évidemment, je veux dire, c'est pas le problème, mais on peut pas rester... soit on reste dans le malheur, mais du coup, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer? Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour le changer, ce monde, du coup? À une petite échelle, je dis pas que... Bien sûr, mais... Il y a une nécessité de se mettre en mouvement, finalement. Mais c'est se mettre en action, et encore une fois, se mettre en action, juste lire un bouquin, ouvrir un bouquin, ou au-delà d'un bouquin, on parle des bouquins, je dis les bouquins depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, qui est un pharmacone aussi, qui peut être terriblement affreux pour plein de trucs, mais par contre... C'était un très très bon, un très très bon remède au début d'Internet. Voilà. Cette capacité d'aller chercher de l'information n'importe où dans le monde au début des années 2000. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vrai que le remède est devenu un poison. Oui. Si on se laisse. Complètement. Si on se laisse prendre au jeu. Si on se laisse prendre, mais ça peut rester un remède parce que là, dans ce cas-là, au lieu d'aller lire un livre, aller voir une vidéo, au lieu de regarder la télé ou TF1 ou les anges de la télé-réalité, se mettre devant une vidéo de Nexus par exemple ou je ne sais quel autre média alternatif. Ou de Kluskar chez Apostrophe. Ou de Kluskar, tout à fait par exemple. C'est une vidéo donc c'est plus facile, plus abordable. Plus abordable. Mais c'est quelque chose d'intéressant, mais on peut le faire avec Internet, par exemple. Voilà. Pour ça, d'où le pharmacone. Mais pourquoi pas? C'est déjà un pas. C'est pas obligé de sortir le bouquin. Si on n'a pas envie de se taper un pavé de Kluskar, je le conçois aisément. Mais d'essayer d'écouter par vidéo YouTube, de comprendre un peu sa pensée par là, de se dire tiens, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est déjà un truc, et c'est abordable parce que c'est... Ça demande moins d'efforts. Voilà, parce que c'est par une vidéo. Et c'est ces efforts, c'est des petits efforts comme ça, bien sûr, qui vont pas changer le monde immédiatement, mais qui font que peut-être changer soi, qui fait que peut-être ça amènera à un changement. Si tous les citoyens, je veux dire individuellement, parce que c'est ça aussi, un peuple c'est collectif, on est bien d'accord, mais c'est la devise de la comédie française que je trouve assez géniale pour expliquer ce que c'est l'esprit français, qui est ce juste milieu finalement. La plus grande difficulté finalement, c'est d'essayer de gérer c'est toujours le problème, liberté des anciens, liberté des modernes. Donc la liberté au sens politique et donc au sens collectif et liberté individuelle. Et c'est compliqué
parce que la liberté individuelle va à l'encontre des fois de la liberté collective et inversement. Donc c'est juste au milieu-là qu'il y a à chercher. Et je pense que c'est ça l'esprit français, c'est d'essayer de chercher ça. Et la devise de la comédie française, c'est simul et singuli. Être ensemble, mais c'est être ensemble, mais rester soi. Être ensemble et rester soi-même. Et c'est ça, c'est cette recherche-là. Rester soi-même tout en étant dans le groupe. Et c'est cette recherche-là qui est... Le problème, c'est qu'il y a deux... Comment dire ? Il va y avoir deux totalitarismes. Il y a un totalitarisme qui est celui de l'individu roi. Ouais, on voit ce que ça donne. C'est un totalitarisme. Et dans le deuxième sens, le collectif absolu. Oui, on a vu ce que ça a donné. Voilà. C'est deux totalitarismes. Donc, la recherche de ce juste milieu, l'équilibre entre les deux, entre la liberté individuelle, mais qui ne sera pas au détriment de la liberté collective et du groupe, et le groupe qui ne doit pas être au détriment non plus de l'individu. C'est cette recherche permanente. Mais c'est vieux, enfin je veux dire c'est vieux, c'est de la pensée française depuis très longtemps. C'est Pascal déjà dans ses pensées qui disait la multitude qui ne se réduit pas à l'unité, c'est la confusion. On le voit bien. S'il n'y a pas une recherche d'unité qui pour moi passe par la nation française, c'est cette unité. Et ça c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais si l'unité qui ne dépend pas de la multitude, c'est la tyrannie. Très juste. Mais et c'est cette recherche permanente entre l'unité et la multitude. C'est ça, pour moi, c'est ça l'esprit français, par exemple. C'est ça l'esprit français, c'est ça la nation, c'est ça le but de la nation française. On peut comprendre à quel point, effectivement, cet esprit français n'est pas très compatible avec le mondialisme. Par exemple. Mais, parce que le mondialisme fait extrêmement l'inverse. Extrêmement l'inverse dans le sens où il prend les deux totalitarismes. Ouais. Il va faire l'atomisation de l'individu. Il va faire l'atomisation de l'individu d'un côté, de toute façon, parce qu'un individu seul ne peut pas faire quelque chose finalement. Et quelque part, il va faire le totalitarisme du groupe, qui n'est pas le groupe peuple, mais qui est le groupe technocratique, qui est le groupe mondialiste, uniformisation de tout le monde. Donc on est complètement atomisé et en même temps dans une dictature d'uniformisation. Le pire des deux mondes. Oui, il fait le pire des deux. Alors qu'il faudrait chercher le meilleur des deux. Ouais. Mais c'est toujours pas... Voilà, c'est ça qui est... Le monde inversé, toujours. C'est le monde inversé, toujours. Voilà, c'est 84, quoi. C'est 1984 où le meilleur des mondes, c'est la même chose, oui. Ça. Alors, il y a quand même une porte de sortie à tout ça que tu abordes à la fin de l'ouvrage. Je vais lire un passage. « Seul un homme libre peut servir et il sert ce qu'il aime. La liberté passe nécessairement par l'amour, car le service est par sa nature même un acte volontaire, l'hommage qu'un homme libre fait de sa liberté à qui lui plaît, à ceux qu'il juge au-dessus de lui, à ceux qui l'aiment. » Et tu continues, aimer quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui nous interdit de penser, que finalement, après, nous, le déluge, en somme, refuser l'égoïsme moderne. En quoi l'amour, pour toi, est une porte de sortie, une solution, une réponse à cette situation-là ? Pour une raison simple, c'est que la haine ne fait que diviser, ça sauve pas grand-chose, ça détruit. L'amour construit. Et parce que tout simplement, je vais pas redire la phrase, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le problème d'aujourd'hui, mais qui est vieux d'ailleurs, parce que c'est déjà Saint Paul qui en parlait, et Bernanos, le non serviam. Le non serviam, c'est dans la Bible quelque part. Enfin, c'est Lucifer qui dit, donc l'ange déchu qui ne veut pas obéir à Dieu, qui dit non serviam, je ne sers pas. Et ce que Bernanos dit, c'est que ce qu'il n'a pas compris, c'est que non serviam ne veut pas dire je ne sers pas, mais en fait je n'aime pas. Puisque quelqu'un qui... Et ça, c'est Saint Paul. Bernanos le reprend de Saint Paul, qui dit je ne sais plus dans quel épître c'est, peu importe, mais je ne veux pas le catholicisme parce que c'est quand même la base de la pensée française, sur beaucoup de points, sur tous les points même. La catholicité, c'est quand même, dans la pensée française, très important. Qu'on soit catholique ou non, je veux dire, c'est pas une question de religion. C'est une question que la pensée française s'est construite historiquement, pas sur l'histoire catholique. Bon. Qui dit simplement aux gens de s'aimer, mais si on aime l'autre, on sert l'autre, c'est logique. Pas au sens de service comme on l'entend aujourd'hui, un service servitude. Voilà, non, c'est servir quelqu'un, c'est servir. C'est être serviable. Rendre service à sa femme parce qu'on l'aime, rendre service à son enfant, rendre service à sa belle-mère. C'est l'acte gratuit fait par intérêt personnel. Oui, complètement. C'est l'amour. C'est l'acte désintéressé, complètement. C'est l'acte désintéressé. Mais pour faire cet acte, donc voilà, il faut aimer quelque chose.
Il faut aimer quelque chose. Donc là, moi, je parle de l'amour de la France. Mais ça peut être aimer son voisin. Voilà. Là, je parle pour sauver la France. Je pense que pour sauver la France, il faut déjà l'aimer, tout simplement. Et pour servir ce pays, il faut l'aimer aussi. Et le problème d'aujourd'hui est que... Alors, on n'apprend pas à l'aimer. Est-ce qu'on apprend à aimer? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même donner des clés. On n'apprend pas à l'aimer. Il n'y a plus de transmission. L'école est dans un état catastrophique qui n'apprend plus vraiment très bien l'histoire de France. On a des fois l'impression de ne pas savoir ce qu'ils font à l'école, des fois, ces jeunes gens, parce que je pose des questions, des fois, à des adolescents que je rencontre. J'ai posé quand même déjà 14 juillet 1789, qu'est-ce que c'est? On m'a répondu. On n'a jamais su me répondre, d'ailleurs. 14 juillet, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin bon, voilà. Donc je ne sais pas ce qu'ils apprennent, si on ne sait même pas 14 juillet. Mais... Donc c'est dramatique. Donc il n'y a pas... On n'apprend pas... Déjà, c'est terrible. On apprend même... Enfin, encore une fois, on n'apprend pas l'amour. Mais il faut quand même avoir des clés pour pouvoir aimer quelque chose. C'est-à-dire connaître l'histoire. Connaître l'histoire de son pays, connaître tout simplement ça, voilà. Mais au-delà de connaître que l'histoire, mais connaître ses traditions, sa gastronomie, tout simplement, des choses comme ça commence par là. Ça commence au niveau des parents, je parle de l'école, mais pour les parents, par exemple, c'est pas forcément de leur faute, mais ça passe par l'américanisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus aptes à raconter ce qu'ils ont appris dans des séries ou dans des films américains que de raconter l'origine et les histoires de leur pays. Non mais déjà, puis par exemple pour la cuisine, on a beaucoup moins le temps parce que les cadences ont été accélérées, etc. Il y a très peu de temps, à part le dimanche à la limite, de faire un bœuf bourguignon qui dure, où c'est 4 heures de cuisson, etc. Je prends bœuf bourguignon, pardon, parce que je suis bourguignon, mais ça peut être d'autres plats. C'est le temps de mijoter, de partager ça avec les gens qu'on aime, et autour de ça, finalement, de faire société. Tout à fait. Là où autour d'un sandwich, on ne fait pas vraiment société. Ben non, on ne fait pas vraiment société. Et puis il y a ce temps à table, encore une fois, dont on parlait tout à l'heure, qui est dans l'esprit français. On est d'un autre pays, français et latin, parce que les Italiens, pareil, passent beaucoup de temps à table, l'Espagne aussi. C'est culturel, disons, mais il y a d'autres pays qui ne passent pas de temps à table, c'est pas grave en soi. Moi, personnellement, je m'en fiche. Mais s'ils font ça chez eux, quand ils l'imposent à la France... Mais c'est corollaire avec l'alimentation, c'est intéressant, et comment on s'alimente, parce que finalement, on mange de plus en plus vite, et on pense de plus en plus vite, et on réfléchit de plus en plus vite, et donc on ne réfléchit plus et on ne mange plus. Non, on fait du pré-mâché. Prêt à penser, prêt à manger. Tout à fait. Fast food. Et parce qu'on n'a plus le temps. Alors que finalement, peut-être qu'on en a, parce que finalement, on passe 3 heures devant une série Netflix, mais on va dire qu'on n'a plus de temps. Donc, on va dire qu'on n'a plus de temps. Et c'est une fois largement vrai. J'ai travaillé beaucoup à l'usine, etc. Je viens des classes populaires. Je sais très bien que quand on fait 8 heures d'usine, on n'a plus envie. En fait, c'est qu'on n'a pas le temps pour ça. Oui, bien sûr. Et on n'a pas. Et franchement, je le comprends très très bien. Je l'ai fait. C'est des boulots qui sont. Mais sinon, c'est très très dur. Je le comprends. Ça veut dire quoi? Ça traduit quoi? C'est-à-dire que la vie aujourd'hui est plus difficile psychologiquement au point qu'on n'ait plus le temps de faire société? Ou de faire nos humanités? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. C'est plus compliqué. Oui. Et pour une raison simple, je vais reprendre Bernanos. Je suis désolé, mais j'aime beaucoup Bernanos, mais il dit des phrases en même temps qui sont des vrais punchlines, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas, désolé, j'ai fait un anglicisme, je supporte pas, mais j'ai pas d'autres mots. Des phrases percutantes. Des phrases percutantes. Voilà. Et une qui est très vraie, c'est il faut pas oublier que l'ordre moderne n'est qu'une gigantesque conspiration contre la vie intérieure. Et c'est le but. Voilà, c'est le but du monde moderne, donc qui est ce monde d'atomisation de l'individu, de la finance reine, de tout ça, de ce prêt-à-penser, prêt-à-mâcher. C'est une gigantesque conspiration contre la vie intérieure. Donc, ils ont atteint leur but. C'est-à-dire, nous n'avons plus, ou très peu, de vie intérieure. Leur but est rempli. Ouais, la spiritualité, l'introspection, la philosophie. Qui sont en soi, donc, toutes ces choses-là, mais la vie intérieure qui est forcément une base de résistance. Oui, ça commence par là. Ça commence par notre vie intérieure. Pour ça, en revenant au peuple tout à l'heure, c'est ce que je disais avec Simuli Singuli, mais c'est un peuple, c'est collectif, effectivement, bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, et c'est ce en même temps-là qui est difficile, mais un peuple, c'est collectif, mais en même temps, c'est une somme d'individus. Alors, comme dirait Rousseau, la totalité est plus que la somme des parties. C'est vrai, un peuple, c'est plus que la somme de ses individus. Oui. C'est complètement vrai. Mais il y a quand même toutes ces individualités. Et si toutes ces individus, pouvaient être des hommes libres, oui, la totalité changerait. Voilà. Et la totalité changerait. En tout cas, après, dans l'histoire, on n'a pas forcément besoin que tout le monde soit des hommes libres non plus. C'est ce que la Seconde Guerre mondiale a prouvé, par exemple.
C'est de la psychologie sociale, quelque part. Hein. C'est l'expérience de H qui dit ça, mais Oui. un peu... Célèbre expérience, on voit à quel point la pression du groupe Voilà, tout à fait. Le conformisme. peut pousser quelqu'un à se conformer. Le conformisme social. Donc on peut faire, sans faire j'ai pas de chiffre exact, mais on peut dire qu'il y a 80% de gens qui vont aller d'un côté ou de l'autre. Il y a 10% de collabos, 10% de résistants. Je prends la Première Guerre mondiale, 10%. Même pas, mais 1%, 98% au milieu. Je sais pas voilà. Mais ça se divise un peu comme ça. On sait très bien que ce soit les gros traîtres ou les résistants sont très peu nombreux. C'est la courbe de Gauss. Voilà, c'est ça. Toujours. Et qu'au milieu, il y a ces gens qui vont... Voilà, comme ça s'est passé en 43-44. Qu'est-ce qui fait que... Ça, c'est... Pour la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que ce qui a poussé le peuple un peu à sortir un peu plus et à se diriger plus vers la résistance, c'est le STO et le fait qu'ils ont... Beaucoup de jeunes ont rejoint le maquis, par exemple. Il y a eu d'autres choses, hein, mais c'est vrai que le STO, à un moment donné, non, j'ai pas envie d'aller en Allemagne, je vais rejoindre le maquis. Donc il y a des événements, il y a des actions, parce que ces gens-là sont engagés, évidemment. Mais il y a eu un événement qui a fait aussi qu'il y a eu cette action-là. Nous, je ne sais pas, peut-être, on disait tout à l'heure, peut-être que ce sera quand ils ont piqué l'épargne dans nos poches, peut-être quand ce sera quand notre président empereur Abdoré va nous dire d'aller se battre contre la Russie. J'en sais rien. Oui. J'espère pas. Mais est-ce que c'est là L'élément déclencheur. Est-ce que ce sera pas l'élément déclencheur où les gens vont dire ça va un peu loin quand même. J'ai pas vraiment envie là. Ouais. Ce qui serait un peu similaire au STO finalement. J'ai pas envie d'aller en Allemagne, oui, mais là j'ai pas envie d'aller en Ukraine. Donc peut-être, je sais pas. Il y a toujours, il y a des actions en amont, il y a des événements, des actions ultérieures. Tout est beaucoup plus. Voilà, il faut pas penser qu'en termes d'action, sinon on se plante, parce que forcément il y a des choses qui nous dépassent. Mais il faut pas penser qu'en termes d'événements en se disant ça ira. Ouais, ça c'est le problème. C'est Ellul qui dit l'espoir est la malédiction de l'homme. Parce que quand on reste dans l'espoir, on fait jamais rien. On se dit ça va aller. Il y a un miracle qui va nous sauver. Oui, voilà. Et c'est pas bon. C'est les deux. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. C'est intéressant. Mais c'est vrai que ça revient toujours à cette voie du milieu, cet équilibre. Oui. C'est très aristotélicien, je suis d'accord. C'est très juste. Je vais pas dire ça, mais je te fais confiance. Oui, non, mais c'est très. Oui, c'est juste milieu. C'est in medio stat virtus, comme disait Aristote. Voilà, c'est la vertu est dans le juste milieu. C'est ce que je pense. Le juste milieu n'est pas le centre. Attention. C'est vrai. Non, parce que sinon, forcément, quand je dis, parce que dans le bouquin j'en parle, je parle de ce dépassement. Il faut dépasser cette dialectique gauche et droite qui finalement, dans laquelle on nous enferme encore. Et voilà, ils nous divisent, mais pour rien, parce que moi je parle du CNR. Le CNR, c'était les gaullistes et les communistes, qui avaient pas grand-chose en commun, à part, enfin, et pourtant, on pourra en parler, mais qui avaient en tout cas en commun l'amour de la France et sa volonté de grandeur et d'indépendance. C'est là où on revient encore à cette notion d'amour. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, mais ils ont réussi à se fédérer parce qu'ils aimaient la même chose. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de fédérer les gens autour de quelles valeurs communes, d'ailleurs, de quelle protension collective positive. Exactement. Ce que Louis Fouché dit souvent, on n'en a plus beaucoup de protentions collectives qui sont positives, parce qu'on en a des négatives. Oui, des négatives, oui. Qu'est-ce qui peut nous rassembler aujourd'hui ? Pour moi, l'unique chose, c'est la France. En même temps, c'est le point commun de toutes les personnes qui vivent ici, c'est notre pays. Pour moi, oui, c'est ça, c'est l'identité nationale. Voilà. C'est l'identité nationale. C'est peut-être pour ça qu'ils ont cantonné, cloisonné ce domaine-là, entre guillemets, à l'extrême droite, en disant c'est du fascisme. Bien sûr. Qu'on parle de la France dès qu'on met un drapeau. Bien sûr. Mais ils l'ont cantonné, oui, parce que en tout cas, quand je dis non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. L'ingénierie médiatico-politique. Oui, non, mais aujourd'hui, être patriote, de toute façon, c'est être fasciste. Sauf si on est nationaliste d'un autre pays que français. Si on est nationaliste ukrainien, c'est très bien. Ça, c'est respectable. Très respectable. Par contre, français, non. Mettre d'autres drapeaux, oui. Le drapeau français, c'est fasciste. Bien sûr, mais ça a toujours été comme ça, puisque c'est une volonté de destruction de la France. Je veux dire, c'est une volonté de destruction de beaucoup de nations, mais une volonté de destruction des nations. Des nations, et avant tout de la nation française. Donc, de toute façon, c'est logique. Ils l'ont cantonné à l'extrême droite, parce qu'en plus, l'extrême droite, aujourd'hui, la droite dite extrême, mais est complètement dans le système aujourd'hui, complètement c'est ça le pire. Dans un extrême centre. Aujourd'hui, c'est l'extrême centre de gauche à droite, donc c'est comme s'ils essaient de ravaler, entre guillemets, ce capitalisme, essaie de digérer ce patriotisme. Bien sûr. Pour le joli théâtre, quoi. Ouais. C'est un joli petit théâtre. Détourné. Oui, ils sont plus. Vous avez vu, eux, ils aiment bien le drapeau français. Oui, d'accord. Ouais, on parle pas vraiment de la France, on parle des choses apparentes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis finalement, ils sont européens, ils sont européistes.
ils sont européistes comme les autres. Voilà, c'est comme quand on parle des identitaires. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, les gauchistes et les identitaires, disons. Les identitaires, oui, d'accord. Les identitaires quoi? Mais ils sont identitaires européens. On me dit le souverainisme a besoin d'identité. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis identitaire, oui, mais identitaire français. Je cherche une identité française, pas une identité européenne, qui forcément, comme on va trouver pas grand-chose en commun finalement, on va tomber sur l'identité commune des Européens, c'est être blanc. Voilà, super. Donc on retombe dans une pensée américano-anglo-saxonne, communautariste, anglo-saxonne, américaine, germanique. Voilà. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. C'est quoi, pour moi, il y a quelque chose de plus grand dans l'esprit français qui est... C'est peut-être une utopie, j'en sais rien. Peut-être que c'est trop grand pour l'être humain, j'en sais rien. Mais il faut le tenter, en tout cas. C'est cette volonté de dépasser les communautés ethniques, communautés raciales, peu importe. C'est de dépasser ça dans un truc qui est la nation. Donc la nation qui est la culture française. Tout le monde est invité, entre guillemets. C'est pas exactement ça, mais tout le monde peut devenir français s'il en est digne. Il y a une question de dignité aussi. Tout le monde ne peut pas devenir français en disant bonjour, je veux être français. Non. Il y a une volonté de... c'est même au-delà de parler d'intégration ou d'assimilation, c'est vraiment quelque chose de... Des valeurs. Voilà, non mais de valeurs. Oui, de valeurs et de se... Et de vraiment d'être digne d'être français. C'est en être fier, c'est se battre pour ça. On ne donnait pas la nationalité à n'importe qui avant. Au-delà de la naissance, c'est pas ça le problème, mais... c'est cette phrase de... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais parce que il faut être droit du sol, etc. Ou je ne sais quoi. Il y a certainement des racines à avoir. On peut être français par les racines. On vient de ce pays-là, on vient de cette région-là, etc. Pourquoi pas? Mais je pense aussi, avec des conditions, je veux dire, drastiques. Je veux dire, vraiment, comment dire, être digne d'être français. Je veux dire, c'est pas donné à n'importe qui. C'est quelque chose qu'on sent dans ses tripes. Mais c'est cette phrase de Romain Gary, qui n'était absolument pas français, Romain Gary, de base. Il est né en ex-URSS, c'était en Lituanie, je crois. Il a connu la France, il est arrivé en France, il devait avoir 7 ou 10 ans, bref. Et pourtant, il s'est battu avec la France libre. Il est devenu consul après, sous De Gaulle, consul des États-Unis à Los Angeles. Mais bref, il s'est battu avec la France libre. Et il disait... Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Et parce que après, il y a toute l'histoire, mais sa mère lui a raconté l'histoire de France, mais le roman national quelque part, et ça là, voilà. Mais c'était quelqu'un qui est devenu français, qui était complètement digne des Français. Il s'est battu dans l'aviation pendant la France libre. Voilà. Il avait cette envie de devenir français. Donc moi, c'est ce que je dis souvent, c'est une universaliste. On est universaliste. Pour moi, je suis pas universaliste à l'extérieur. L'universalisme républicain a fait de gros dégâts à la colonisation, etc. Et je peux pas être d'accord. Moi, je suis plutôt culturo-différentialiste. Toutes les cultures se valent, mais chacun chez soi, quoi. Quelque part. Chacune culture chez elle. Oui, chaque culture, chez elle. C'est la meilleure façon de les respecter. Oui, pour moi, c'est ça. Je respecte très bien. J'irai pas changer la culture italienne, marocaine ou je ne sais quoi. Je m'en fous. Enfin, faites comme vous voulez chez vous. Mais chez moi, ça se passe comme ça. Moi, c'est plutôt à l'extérieur, disons, culturo-différentialiste, chaque culture se valent, mais chaque culture sur sa terre mère, quoi. À l'intérieur, par contre, du pays, il y a un certain universalisme, dans le sens où toute personne qui désire ardemment devenir français pourrait le devenir si il s'intégrait vraiment au point d'être digne d'être français. Ça me dérangerait absolument pas. Ça ne me dérange absolument pas, c'est l'idée nationale. Mais par contre, ça veut dire c'est difficile d'être français. C'est pas qu'une question de papier ou je ne sais quoi. Se sentir français, c'est quand même beaucoup plus que ça. C'est accepter les traditions françaises, c'est accepter les traditions, bien sûr, mais je veux dire, c'est accepter les valeurs françaises, c'est accepter l'histoire de France, tout à fait. Il faudrait peut-être que déjà les Français se sentent aussi français. Déjà, bien sûr. Aujourd'hui, c'est ça le plus gros problème. On a déculturé les Français eux-mêmes, comme on en a parlé juste avant. Je suis tout à fait d'accord. Et on est extrêmement ignorant de notre propre histoire. Et de ce qui peut nous rendre fiers du pays dans lequel on est. Complètement. Non, mais aujourd'hui, oui, c'est terrible. On n'est pas fiers pour les bonnes raisons. Non, on n'est pas fiers pour les bonnes raisons. Puis on est français parce qu'on est né sur le territoire français. Oui. Pour le reste, mais parce que effectivement, pour avoir ce sentiment-là,
pour qu'une culture soit entre guillemets attirante, c'est-à-dire pour que les gens, donc même ceux qui vont devenir français, qui doivent s'intégrer, etc. Pour s'intégrer, il faut que la culture soit quand même attirante. Il faut que ce soit une culture puissante, il faut que ce soit une grande culture. C'est sûr que vu ce qui est devenu la culture française aujourd'hui, alors qui reste une grande culture, je veux dire, mais vu son niveau par rapport à la culture américaine qui est partout, forcément, les gens n'ont pas forcément envie de s'intégrer, puisque où est-elle ? Où est la culture française ? Mais il faut continuer à la défendre et continuer à... Enfin, il faut la défendre en tout cas, et surtout, au-delà de la défendre, faire en sorte qu'elle ressurgisse puissamment, parce qu'on en a besoin. Que ce soit à l'intérieur ou, c'est ce que je disais, à l'extérieur aussi. C'est ce que dit De Gaulle. C'est peut-être grandiloquent, mais je suis assez d'accord avec lui, la France est la lumière du monde. Pour ce côté-là, parce qu'elle s'est toujours battue dans l'intérêt général. Donc dans l'intérêt général, ne veut pas dire un impérialisme, je vous impose quelque chose, mais cet intérêt qui est le monde multipolaire, en disant chaque culture est respectable, mais chez vous, et chacun a sa voix dans le concert des nations, etc. C'est ça, pour moi, la France. C'est très intéressant. Là, je vous invite vraiment à vous procurer l'ouvrage Merde, la France qui dit non, avec ce drapeau français, mais on comprend mieux pourquoi. Ce cri d'amour pour la France, pour ses valeurs, pour son histoire, ses traditions, face à l'impérialisme, le mondialisme qu'on subit et qui nous a complètement acculturés. C'est un petit ouvrage de 37 pages, donc ça se lit facilement, il n'y aura pas d'excuses, on va dire. Pas d'excuses. En auto-édition. Ouais, en auto-édition. On peut le retrouver où ? C'est sur Amazon. Alors c'est, encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur, et je sais les contradictions qu'il y a avec le fait de parler d'impérialisme américain. Mais c'est bien de l'assumer. Non, mais je en tout cas, complètement. C'est la réalité aussi. J'imagine qu'aller voir un éditeur pour éditer ça, voilà, ça doit pas être facile. Exactement ça. Plus sur ces plateformes-là, il n'y a pas de censure, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas de censure. Sur YouTube, etc., il y en a, mais sur Amazon, là, pour un livre comme ça, ils s'en fichent un peu. Et puis, je considère qu'on peut... Encore une fois, comme je ne suis pas manichéen, je parle pas de... Le pharmacone. Ouais, le pharmacone. À la bonne escient. Oui, il n'y a pas de bien, de mal. Bon, encore une fois, s'il y avait une entreprise française, si Amazon était français, je veux dire, j'aurais pas de problème. Sauf que le plan calcul a été abandonné. Il nous faut un Amazon français. Le plan calcul a été abandonné par Giscard dans les années 70. Nous n'avons pas créé Internet. Quoi, le plan calcul ? Le plan calcul, c'était le plan qu'aurait dû créer finalement Internet. L'Internet aurait dû être français. On était vraiment pas loin, mais Giscard, pour différentes raisons internes, a abandonné le plan calcul. Donc voilà, mais pour dire qu'on a... Puis plein d'autres, parce que je parle du plan calcul, mais après, on a été les rois quand même de la télécommunication. On a eu le Minitel. L'Internet. Oui, non, puis même, on a eu Alcatel, qui était la plus grosse société de télécommunications, etc. Avant qu'on le brade. Avant que tout soit bradé. Bon, bref. Donc c'est pour ça. Ce sera l'objet d'une autre émission. Donc si nous avons... Voilà, si on avait eu l'occasion d'avoir une entreprise française à la place d'Amazon, j'aurais fait grand plaisir sur une entreprise française. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Mais je suis pas dans la pureté militante. Ça, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler ça. Les gens cherchent un absolu, l'absolutisme chez tout le monde. Et si y a un peu de contradiction, on jette tout. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, personnellement, je préfère avoir une contradiction que je règle en disant, de toute façon, que j'accepte personnellement. Je dis pas que ça me fait pas un peu... ça m'embête pas un peu, mais je veux dire, je pense qu'on a le droit d'utiliser la puissance de l'adversaire. Comme au judo, on peut utiliser la force de l'adversaire pour se faire entendre. C'est soit il n'est pas publié, soit s'il est publié, c'est à la limite de librairie et pas sur Amazon, mais du coup, personne ne peut lire les idées que je défends. Je préfère qu'il y ait une possibilité de large audience. Merci de ton honnêteté et merci d'assumer. Et en tout cas, à Nexus, nous ne cherchons pas l'absolu et l'absolutisme chez les gens. Et je comprends les gens qui ne veulent pas acheter sur Amazon, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un réflexe de dire c'est sur Amazon. Je le comprends. Mais les amis, mobilisez-vous, organisez-vous et créez-nous un Amazon français. Ou alors un éditeur indépendant. Qui puisse avoir la même puissance, parce qu'il faut aussi le dire, de frappe d'audience que peuvent avoir ces plateformes-là. Non, mais complètement. Puis c'est compliqué quand on est en auto-édition. On pourrait le mettre en librairie, oui, mais bon... Il faut d'abord que tu aies vendu un petit peu avant pour qu'ils acceptent. Déjà, et puis il faudrait qu'il y en ait qui acceptent, et puis il faudrait que je dépense... T'avances les frais ? J'avance les frais pour envoyer à des librairies, etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Bon, peut-être que pour le deuxième essai... J'espère. Alors je rappelle, Merde, la France qui dit non, avec une préface de Nicolas Vidal. Ouais. Voilà, vous pouvez retrouver donc sur Amazon, comme on a dit. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Et puis pour la France. C'est pour la France, en tout cas. De Gaulle a utilisé la puissance américaine. De Gaulle a utilisé la puissance américaine et anglaise pour sauver la France. Si les Américains venaient pas pour sauver, il a utilisé quand même la puissance américaine. La deuxième DB était armée par les Américains. C'est vrai. Bon, voilà. Je suis pas le général de Gaulle, mais je fais la comparaison pour vous dire qu'on peut, sans pureté militante, utiliser la force de
de l'adversaire. C'est un piège, ça, la pureté militante. Il faudra faire une chronique là-dessus, un de ces quatre. En tout cas, La France qui dit non merde d'Antoine Guénaud. On vous met en tout cas les informations dans la description de cette vidéo. Et aussi le magazine Nexus que vous pouvez retrouver dans les kiosques. Ils ne sont pas encore américains, les kiosques. Donc voilà, profitez-en. Sans pub et sans subvention, le dernier numéro, vous pouvez retrouver pour qu'on puisse continuer d'exister librement et de vous proposer une information libre de toute censure et de toute pression politique et aussi commerciale, faut le dire, sans la publicité. Merci à toi, Antoine. C'était un réel plaisir. Merci. Et puis peut-être pareil pour moi. À très bientôt. Bah oui, j'espère.